Eh ben allez, on y va sans filtre, on s'en fout. Eh ben, Alors c'est. bonsoir à toutes peut-être, si vous êtes dans le chat et que ben voilà, on vous a donné rendez-vous pour cette soirée spéciale sous la bannière de la 32 bits de Sega, la Sega Saturn. Je suis en compagnie, en très très bonne compagnie de ML Retro Gaming et de mon cher Doc Xdav, un énième live entre nous. Ça va les gars? Ouais, la pêche, hein. Oui, bon, ça va. Impeccable. Eh ben, Merci à vous. super. On se fera ça en fait là, donc pour tout vous expliquer rapidement, c'est une vidéo qui est préenregistrée mais qu'on postera en première comme on l'avait fait auparavant avec la vidéo Neo Geo avait réalisée donc avec Doc et donc voilà, on a voulu faire un petit peu la même chose sur la Saturn et en fait cette idée est venue que j'en ai un peu ras-le-bol que les gens ne sachent pas parler de Saturn, que dans les lives Tu vas te dans faire des lesquels copains, on toi. peut des fois se réunir. Ouais, je veux me faire des copains, je veux perdre des abonnés, mais c'est pas grave, j'assume, on s'en fout, on est entre nous. Non, non, mais voilà, on sait que la Saturn, c'est une console qui est passée un peu à l'as à cause de la concurrence de la PlayStation qui a tout mangé sur son passage. Et malgré tout, on avait envie de redorer un petit peu le blason de cette console. J'ai entendu plusieurs fois notre cher ML Retro Gaming qui disait oui, la Saturn c'est trop bien. Et je me suis dit, oh là, pour qu'on discute tous les deux, il faut vraiment qu'on se fasse un truc. Et donc, voilà, on a rapatrié Doc évidemment avec nous parce que c'est mon collègue, ami de live depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, il fallait Ça évidemment passe, qu'on hein. réunisse ce petit trio pour vous Plus parler de 2 ans, de ça la passe. 32 bits. Oui, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter 3 jeux chacun, un jeu en commun, la petite formule qui fonctionne bien, histoire de ne pas faire un live trop long. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, puisqu'on sera en direct avec vous pour répondre, tout en écoutant évidemment qu'on ne dit pas trop de bêtises et qu'on essaie de vous divertir. On commence par une petite mise en contexte. Qu'est-ce que vous en pensez, histoire Ouais, de c'est dire une un bonne petit idée. peu ce qu'on connaît de la console, comment on l'a découverte, qu'est-ce qu'elle nous évoque, etc., etc. Et je propose pour ça que notre petit nouveau venu nous rejoindre débute, cher Michael. Qu'en penses-tu? Eh bien, je vais bien proposer en fait mon expérience avec la Sega Saturn. Faut savoir que moi je l'ai connu du coup, chez mes grands-parents. Donc c'est mes oncles qui l'avaient acheté à l'époque. Alors j'arrive plus à savoir si c'est fin 96, en fait 96 ou 97. J'arrive pas à savoir. J'étais un petit peu jeune, donc j'avais à peine 10 ans. Donc je sais pas si c'était 96 ou 97. Faut savoir que c'était au mois de mai, soit 96, soit 97, je peux pas savoir, j'arrive plus à savoir. J'allais faire mon anniversaire en fait, chez ma grand-mère avec des amis. Chez ma grand-mère parce que comme c'était grand et qu'on était bien à la campagne, on pouvait jouer au foot sans voiture, sans rien, donc c'était cool. On arrive là-bas et en fait dans le salon, on entendait la musique de ça. Donc en fait, voilà. Donc, on entendait Daytona à fond, donc personne ne savait ce que c'était, parce que moi, il faut savoir que je vis en Aveyron. Euh, j'ai connu la Sega Saturn, du coup, j'avais même pas vu une pub Sega Saturn. J'avais juste vu une fois la PlayStation chez mon voisin. Et c'est tout. Donc je suis arrivé, pour nous, en fait, moi et mes amis, c'était un ovni. Donc c'est pas du tout. Sachant que mon oncle avait acheté ça avec le volant. Et donc, Ma si je première comprends bien, expérience. la Saturn, elle a mis 2 ans à arriver chez toi dans l'Aveyron, en fait. Non, mais je sais pas du tout. Ouais. Mais moi, à l'époque, il faut savoir que j'avais moins de 10 ans. Donc, j'étais pas au courant des sorties. Ouais, il est plus jeune que nous, en fait. Il est plus jeune que nous, donc. Donc, donc voilà. Donc, en fait, à l'époque, moi, je savais même pas, par exemple, que les nouvelles consoles arrivaient. Moi, tout ce que je savais, c'est qu'un jour, ma mère, à Noël, nous avait ramené une Super Nintendo. Et voilà. Donc, je n'étais pas trop au courant des choses. Et donc, ouais, donc, je tombe sur ça avec le volant. Donc, on y a joué peut-être 2 heures avec des amis. Ce maison qui était sympa, ils nous ont laissé la journée à jouer à la Sega Saturn toute la journée avec mes potes. Donc, du coup, il y avait Daytona avec le volant et Sega Rally. Donc, ça, en plus, c'est les jeux d'époque, c'est ceux avec lesquels j'ai vraiment joué. En fait, en 2001, quand je me suis récupéré ma Saturn pour moi, mon oncle m'a donné tous ces jeux. Parce que lui s'en foutait, donc j'ai récupéré tous les jeux.
Donc, la première partie de l'après-midi, on a joué à ça. Ensuite, on avait mangé mon gâteau avec tout ça. Mes amis m'avaient fait leur petit cadeau, tout ça, c'était génial. Et deuxième partie de journée, et c'était là où c'était extraordinaire, c'est qu'on a joué à ça. Avec le volant, le gun. Avec le volant, c'est pas top. Hein. Et avec, ouais, il est bizarre ce volant. Et du coup, le jeu, donc pareil. Tout de suite, merde. C'est les jeux d'époque. Ça, c'est vraiment. Et le flingue, c'est pareil. Donc, on a joué à ça une grosse partie du reste de l'après-midi. Et pour finir, en fait, on a joué à Night. Ah bah oui. À Night, alors, c'est juste que la manette 3D, la noire, en fait, mon oncle l'avait perdue. Et je me suis, du coup, récupéré une manette analogique Jap pour aller avec mes Sega Saturn. Donc, j'ai connu la Dreamcast le même jour avec ces 4 jeux. Et autant vous dire qu'une fois que vous avez eu cette expérience-là avant l'expérience PlayStation, vous avez du mal à revenir à autre chose. Moi, à l'époque... heureusement que vous avez fait une sélection de 4 bons titres, hein, parce que si t'étais arrivé que tu avais eu un Sonic ou un titre de merde comme ça, je pense pas que tu parlerais avec autant d'affection de la Saturn. Hein. Vraiment, ils avaient bien sélectionné aussi. Ouais, là. Non, mais là, c'est pour le coup... Moi, j'ai une question. C'est que comme tu as joué à Virtua Cop avec un volant, as-tu essayé de jouer à Sega Rally avec un flingue? Alors, parce qu'il y a un truc à tester. Là. Figurez-vous que j'ai essayé de mettre le flingue pour jouer à Sega Rally. Quand vous appuyez sur la gâchette, vous validez le start. Ça arrête là. Ah d'accord. Non, même Merde. pas. C'est juste, en fait, ça sert de start. Donc, quand vous appuyez, vous sélectionnez le mode course et ça s'arrête là. Ah bah, voilà. On peut pas jouer. Il a quand même essayé ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le volant, mais comme quoi, il est derrière ma grosse télé là-bas. Mais oui, j'ai toujours le volant d'époque que mon oncle avait acheté. Et je m'en sers encore régulièrement. J'ai tout gardé, voilà. Sauf la Saturn, du coup, la sienne, ça c'est bien. Mais moi, j'ai la mienne que j'ai achetée en 2001 d'occasion pour 1000 francs. Voilà. Super. Donc, voici mon expérience avec la Sega Saturn. Bon, Doc, de c'est à moi. Je pensais que c'était à toi. Oui, bah, c'est à toi. Okay, Allez, non. Bon, alors moi, la Saturn, c'était à la sortie. Hein, donc, en tant que fanboy Sega et fan d'arcade, forcément à la sortie. Donc, j'ai acheté la Saturn. Je suis rentré chez moi et mon expérience, elle n'a pas été des plus top, on va dire. Parce que, bon, même s'il y a des bons titres, j'étais quand même fort souvent dans les salles d'arcade. Du coup, la comparaison était un peu compliquée quand même. Oui. Même si c'était bien à la maison, quand on avait goûté à Sega Rally à Daytona USA dans une salle d'arcade, on sentait un petit peu la version low cost de la console, enfin de version console. Très bonne, mais low cost quand même. Donc du coup, j'étais un petit peu frustré, surtout qu'à l'époque, au niveau de la presse, c'était quand même Sega vantait la console comme étant l'arcade à la maison. Moi, quand on me disait l'arcade à la maison, ça résonnait comme un Neo Geo dans ma tête, ça devait être pareil. Donc, et dans les premiers jeux que j'ai eu, donc c'est... Je ne me trompe pas, Neo Geo que tu as revendu pour acheter une... Oui, vas-y, tu peux planter, tourner 10 fois, c'est pareil. T'es au top, toi. Je crois que c'est la meilleure anecdote de toute la vidéo. J'ai mal dans la poitrine. Non, mais on commence à se connaître. Ouais, mais ça fait vraiment mal cette histoire, mais bon, oui. Et donc Neo Geo que j'ai revendu pour acheter la Saturn qui était l'arcade à la maison. Donc mes premiers jeux c'était Daytona USA, Virtua Fighter, je crois. C'était les 2 jeux avec lesquels j'ai commencé, je pense. Je suis plus très sûr pour Daytona USA. Je pense que j'ai un peu plus tard. Et je l'ai pas gardé très longtemps, c'est-à-dire que je vous expliquerai dans les jeux. Il y a un jeu que j'ai sélectionné qui est vraiment à la fin de la vie de la Saturn pour moi, dans les jeux que j'ai ici. Quoique non, le 3e est sorti beaucoup plus tard, mais je ne l'ai pas eu à l'époque, je l'ai acheté après. Et j'ai revendu la Saturn, moi, pour me concentrer sur mon ordinateur, donc avec ma 3DFX, pour pouvoir jouer sur mon PC. Donc oui, jugez-moi si vous voulez. Vous avez le droit. Moi, j'ai été péché, juger, c'est bon. Non. Bon, depuis, j'ai racheté une Saturn qui est modée complètement. Donc, c'est une Jap qui m'a été donnée par mon ami Vega Mike, qui m'a donné la Saturn. Donc, elle est complètement modée. Donc, il y a une alimentation Pico PSU. Il y a un Fenrir, le dernier Fenrir, donc le duo. Celui qui permet, avec le Wi-Fi, etc., de rajouter les jeux. Enfin, c'est la toute dernière version. Ouais. Et personnalisée, donc il y a une vidéo sur ma chaîne où elle est complètement personnalisée, la console. Donc je redécouvre le plaisir que j'ai un peu quelque part raté à l'époque parce que pâle, pas beaucoup d'apports. Et en fait, il y a énormément de super jeux sur Saturn qui n'existent pas sur PlayStation, qui sont
voire pour certains titres meilleurs que sur PlayStation. Moi, étant fan de 2D et de Street Fighter, vous comprendrez ce que je veux dire plus tard. Et voilà, donc mon expérience avec la Saturn. Ah oui, alors j'avais les grosses manettes, les premières versions des grosses manettes du coup Saturn. Oui. Et après maintenant, je redécouvre avec les manettes Jap, donc avec la deuxième version des manettes, la version Jap. Donc merci d'avoir sorti la manette parce que les miennes elles sont rangées. Bon, premier. Donc voilà, j'avais ce modèle-là pour commencer et la croix directionnelle n'était pas aussi bonne que la deuxième version. Et là maintenant, j'ai des manettes 6 boutons Jap et c'est vachement mieux. Donc voilà. Et ça, c'est encore mes manettes d'époque. J'avais 3 des comme ça et quand je l'ai acheté en 2001, la personne qui me l'a vendu m'a donné 3 manettes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait 3 manettes. 3 comme ça. Peut-être pour un jeu qui se joue à plusieurs auquel on pourra parler après. Ouh, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Hein. Pas à l'abri. Bon, j'ai fait des spoiling, teasing, tout ce qu'on veut. Bien. Voilà. Non, mais maintenant qu'on a eu la bande-annonce, on va essayer de vous montrer le film. Alors bon, eh ben écoutez, moi, petite histoire avec la Saturn, elle ressemble un petit peu à la tienne, mais je l'ai fait perdurer un petit peu au-delà de ce que toi tu as connu. J'ai eu la Saturn, pas Day One, mais elle est sortie en juillet 95 en France avec le pack Virtua Fighter. Et mon anniversaire pointait le bout de son nez au mois d'août qui suivait. J'ai revendu ma Super Nintendo. J'ai eu un peu de sous, évidemment, à mon anniversaire, et je suis reparti donc avec un pack flambant neuf Saturn avec Virtua Fighter numéro 1, tout en polygone non texturé, mais diablement efficace à jouer. Je suis aussi reparti ce jour-là avec le fameux Daytona USA, que pour le coup, j'ai pas eu de mauvaise surprise parce que je ne l'avais pas vu en arcade à l'époque encore. Je l'ai découvert sur Saturn. Donc j'avoue que quand je suis rentré chez moi, que j'ai branché la console et que pour la première fois de mes petites oreilles tout émues, j'ai entendu les premières paroles du chanteur de Daytona, j'avoue que j'ai frissonné de tout mon corps. Et j'en frissonne encore. Et ouais, c'est surtout ça, c'est encore. Ah non, mais c'est juste. En fait, je sortais vraiment de l'ère 16 bits, donc on avait des super musiques, hein, que ce soit sur Super Nintendo, Mega Drive, etc. Mais ça restait des musiques qui étaient encodées cartouches. Et là, on est passé au CD. Alors, il y avait d'autres machines CD avant, mais que je n'avais pas eu. J'ai vraiment découvert ça avec la Saturn. Et effectivement, dès le menu d'intro de Daytona, on en prend plein les oreilles, quoi. Effectivement, un petit peu moins plein les yeux parce que le jeu a de certaines faiblesses techniques, effectivement, qu'il a fallu faire rentrer sur le CD pour qu'il puisse tourner sur Saturn. Malgré tout, ça reste une très bonne version à contrôler. Mais bon, on fait pas un live sur Daytona, on fait un live sur la Saturn. On fait un live sur la Saturn, mais une petite anecdote. Quand Virtua Fighter est sorti sur Saturn, en fait, j'ai toujours le magazine Console Plus, il faut que je le retrouve. Je l'ai relu il y a quelques jours. Et il faut savoir que dans la PCB arcade de Virtua Fighter, elle était capable de calculer beaucoup plus de polygones que la version Saturn. Donc comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre le Virtua Fighter comme sur la version arcade sur la Saturn? En fait, sur la version arcade, les yeux, les sourcils, la bouche, le nez, c'est des polygones sur la version arcade, que dans la version Saturn, c'est un plaquage de texture, qui n'était pas possible de faire sur la PCB arcade à l'époque. Donc c'est un petit moyen qu'ils ont trouvé pour arriver à avoir le... Parce que Virtua Fighter, à contrario, version Saturn et version arcade est très proche. Il n'est pas... voilà. Et en fait, ils ont réussi via ce petit tour de passe-passe à rendre le jeu pareil, et pourtant il y a moins de polygones affichés à l'écran. Voilà, je vais arrêter de vous casser les pieds avec ça. Non, pas du tout. Et donc, voilà, j'ai eu ma Saturn. J'ai vite enchaîné avec le petit Victory Goal, qui était un jeu de foot auquel je joue encore beaucoup aujourd'hui. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais le Noël qui a suivi, qui est le premier Noël de la Saturn, on a juste eu une trilogie arcade absolument incroyable pour la console, puisqu'il y a eu le Sega Rally, le Virtua Fighter 2 et le Virtua Cop. Donc le Noël 95 de la Saturn, ça a été juste de la folie furieuse. Et malheureusement, ça s'est assez vite arrêté là, puisque le catalogue PAL a été vite finalement arrêté. Hein. Au bout de 2 ans, grosso modo, on a commencé à peiner à voir les jeux arriver. Et à ce moment-là, je suis reparti sur PlayStation. Enfin, je suis parti sur PlayStation. Ouais, oui. Moi, je ne suis pas allé chez PC, je suis allé chez PlayStation parce qu'il y a des jeux qui me faisaient de l'œil. Et je suis revenu sur Saturn parce que
à ce moment-là, j'ai découvert l'import sur Saturn. Et effectivement, on va avoir un peu l'occasion d'en parler ce soir sur certains jeux. Mais les versions de certains jeux de Versus sur Saturn sont tout bonnement incroyables et même très agréables encore aujourd'hui à jouer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne sur la série des X-Men Versus et Marvel Versus. Et franchement, encore aujourd'hui, j'ai rejoué pour faire cette vidéo. J'ai pris un panard d'enfer. Donc la Saturn n'est pas enterrée, mais effectivement, elle s'en sortait quand même beaucoup mieux en 2D qu'en 3D. Écoutez, maintenant que cette petite introduction est terminée, que pensez-vous de commencer avec vos jeux respectifs? J'ai pas spécialement d'ordre, l'un de vous deux, s'il veut commencer, comme vous voulez. Shifumi. Shifumi. Je connais pas, c'est qui celui-là? Il s'appelait pas comme ça, le chanteur de Daytona, je crois. On fait un pile ou face, je sais pas moi. Eh ben écoute, voilà, pile, c'est J'ai pas de pièces. Michael et face c'est toi. Et puis voilà. Eh ben écoute, comme Michael a commencé avec on lui laisse la parole. Je vais commencer avec mon jeu, qui est un jeu en fait de base arcade, hein, comme la plupart des jeux sur Sega Saturn. Donc il s'agit de Die Hard Arcade, ou alors Dynamite DK en japonais. Donc c'est un jeu d'arcade, donc c'est un beat'em all en 3D. Donc pour le coup, je trouve que le jeu est pas si moche que ça. Ok, il y a pas mal de polygones, mais le jeu reste quand même très beau. Il est extrêmement fluide. Il est sorti en 96 du coup sur le Sega Titan. Donc c'est en fait une Saturn arcade. Quelque chose près, voilà. Je passerai les détails. Et il a été converti en 97 sur Sega Saturn. Donc il a quand même eu un franc succès, sachant que la seule réédition qu'il y a eu de ce jeu, elle a été faite sur fin de vie PS2 avec les Sega Age 2500. Et alors ce jeu en plus en multijoueur, je trouve qu'il est extrêmement fun. Et il y a vraiment la patte arcade Sega qui fait que c'est plus ou moins temporel en fait. Il n'y a pas le petit côté fade qu'on retrouve souvent sur certains jeux qui fonctionnent bien pendant leur génération, mais qui ne pourront pas perdurer dans le temps parce qu'ils sont propres à une génération. Ça, j'ai l'impression qu'on peut le mettre à n'importe qui, il va s'amuser parce qu'il y a un côté décalé, il y a du sérieux, il y a une très bonne ambiance, il y a des petites phases en QTE. D'ailleurs, moi, je trouve que ça met un peu de stress. Et je trouve ça génial, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'était mon premier jeu de la sélection. Les petites phases en QTE, si je me souviens bien, c'est entre chaque tableau, entre chaque scène. Entre guillemets. En fait, entre chaque scène. Voilà, tu vas courir dans un couloir et puis il y a un mec qui va se pointer devant toi, il va te proposer soit un coup de poing ou un coup de pied. En fait, il faut appuyer au dernier moment, soit on met un coup de pied, soit on saute, soit on met un coup de poing. Et c'est vrai que si on cherche le scoring, c'est quand même bien d'avoir tous les QTE de bien fait parce que ça permet en fait de commencer par exemple un mini-boss. Le fait de réussir le QTE, on lui arrivera à y mettre un coup de pied. Donc, il va commencer avec un petit peu moins de vie. Donc déjà, parce que le jeu reste quand même très difficile. Voilà, c'est pas au premier run que vous pouvez le finir. C'est un jeu d'arcade, donc ça se pose. Donc forcément, il faut mettre des pièces. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est vrai qu'il est beau celui-là. Enfin, en tout cas, il a. Et il y a Bruce Willis. Oui. Et puis il y a Bruce. Ça n'a rien à voir, mais il y a Bruce Willis. Et oui, parce qu'il est sorti dans nos contrées sous le nom de Die Hard Arcade. Die Hard Arcade. En plein Nakatomi Plaza. Donc, c'est quand même bon de le notifier parce que il bénéficie quand même en Occident de la licence officielle de Die Hard. Voilà. Et bon, faut savoir que moi j'ai connu quand même le 2 en premier, qui est donc certes plus beau, mais moins bien, je trouve. En fait. L'autre est très, voilà. Alors, il est très chouette aussi, le dynamique. Ah oui, c'est beaucoup plus comique. C'est de l'autodérision. Ouais, c'est moins. Le 2, c'est moins sérieux. Et moi, je le vis comme ça. Alors celui-là, je trouve qu'il se prend au sérieux et c'est une franche réussite. Voilà. Ce qui est incroyable dans ce jeu-là aussi, c'est que je trouve que ça fait partie des jeux qui ont redoré un peu le blason des beat'em all qu'on avait parce que c'était un type de jeu qui était très à la mode à l'époque des 16 bits. Qui s'était un peu perdu. Après. Voilà, ça s'était perdu. Il y a eu des tentatives chez PlayStation, par exemple, avec Fighting Force, mais bon, je trouvais qu'il était quand même assez moyen. Et ça, je trouve que c'est celui qui s'en rapproche le plus. En fait, c'est Crisis Beat. C'est celui qui s'en rapproche le plus, je trouve. En fait, c'est un Die Hard arcade en version un petit peu manga. En fait,
Ils ont mis une petite touche manga, mais non, c'est pas aussi bien que Die Hard. Le jeu est cool, mais voilà. Die Hard, il y a vraiment Dynamite DK a vraiment quelque chose que beaucoup de beat'em all 3D n'ont pas. Il a un certain rythme, il y a une variété. Ça serait mal. Et dans les objets, on peut tirer au bazooka, on peut tirer avec une table, on peut jeter des tables, on peut jeter des chaises, des pots de fleurs, des lampadaires. Ouais. On peut taper avec un balai, ça c'est pas de la classe. Ça aussi. Il y a plusieurs armes à feu. Non, c'est vraiment, il est vraiment bien ce jeu. Non, c'est un jeu qui est très très fun, qui est jouable à deux, hein, précisons-le, parce que les beat'em all, c'est quand même sympa aussi à deux. Ouais, c'est vrai. Et donc, un bon ticket d'entrée, en tout cas dans une ludothèque Saturn, qui est une exclusivité. Et très accessible au niveau finance. Ce jeu vaut, allez, je pense qu'avec les frais de port, on peut s'en tirer à 15 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça reste must-have. C'est vraiment. Exact. Il fait partie. Et si on aime les jeux d'action arcade et tout, ça fait partie du jeu à voir. Voilà. C'est d'accord. Tu connais bien, toi, David, aussi? Oui, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais. Non. Mais faut jouer. Un petit peu, mais pas plus que ça. Bon, ça marche. On se fera une scoring. Ouais, carrément. Sans transition, mon cher Jock, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Bon, je vais parler de. En fait, je vais aller par chronologique. Donc, je vais aller par mon premier jeu que j'ai vraiment acheté parce que les deux. Ah, moi, j'aime bien la chronologie. Moi, j'aime bien aller par étapes. C'est ça. Moi, j'aime bien être linéaire sur une ligne de temps. Tu vois. Donc, les deux jeux que j'ai eu avec la console directement quand je l'ai acheté, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était Daytona USA et Virtua Fighter, ça c'est sûr. Et peu de temps après, j'ai acheté donc ce jeu-là. Donc, je vais vous présenter. Et oui, Monsieur Pépé Rochaud. Voilà, Monsieur Pépé Rochaud, c'est ça. Pépé Rochaud 3. Qui fait penser un peu à Don Quichotte aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il y a un petit côté Don Quichotte. J'aime encore bien. Donc c'est un jeu qui est sorti début 95. Et c'est un jeu de plateforme. Et comme habitué dans les jeux de plateforme, bah, c'est une princesse qui est kidnappée. Hein. Et donc c'est dans un monde... C'est très original, hein. C'est une princesse qui est kidnappée. L'originalité du truc, c'est que toi, tu vas aller la sauver, mais que tu as un rival. Qui lui aussi va aller la sauver. Qui s'appelle Ginger. Si mes souvenirs sont bons, le rival. Et tu vas sauver la princesse Chelsea, de son petit nom. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouvais que déjà avec ce jeu-là, c'est que on est bien avant Toy Story, et c'est un peu Toy Story avant l'heure. C'est des jouets qui s'animent et qui prennent vie, et qui vivent leur vie, etc. Si je me souviens bien, ton personnage, il a une clé. Il a une clé en main, en fait, qu'il utilise soit comme arme. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Soit pour ouvrir des coffres, pour pouvoir accéder à des zones, à des bonus, etc. Parce que chaque fin de niveau, tu as un jeu de roulette où tu paries des couronnes. Donc les couronnes, c'est la monnaie que tu ramasses au fur et à mesure du jeu. Et ces couronnes te permettent après, quand tu joues à la roulette, de gagner d'autres bonus, des vies et des choses comme ça. Ouais. Donc c'est un schéma, on va dire, très classique du jeu de plateforme. Ils ont rien inventé de particulier. Si ce n'est que c'est un action plateforme dans le sens où tu ne sautes pas sur les ennemis, mais tu les abats, enfin vraiment à coup de clé, quoi. Coup de clé dans la tronche, tu y vas à fond. Donc c'est vraiment du jeu de plateforme classique. Sur un plan 2D, mais c'est de la 2,5D comme on dit maintenant. Donc c'est un décor en 3D, un personnage en 3D, mais sur un plan 2D. Tu n'as pas de profondeur, donc le personnage va pas dans le décor et revenir. Il reste vraiment sur son plan, et même c'est à la limite quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Il se décompose entre 4 mondes. Dans chaque monde, il y a 3 stages, et en tout, ça fait 13 stages. Oui, je sais compter, parce qu'en fait, il y a un 13e stage, c'est le stage du boss. Donc, il y a 13 stages, parce qu'il y a le stage du boss. Les stages, c'est très marrant, parce que tu commences, tu es dans la chambre de la gamine, puis tu vas dans la chambre du garçon, tu vas dans la cuisine, tu rentres dans l'évier, tu passes par des tuyaux, un petit peu à la Mario. Ouais, ils n'ont pas inventé beaucoup de choses, si ce n'est que, voilà, comme je dis, le monde de jouets comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est super bien rendu. La bande son, elle est majestueuse. La bande son, elle est magnifique. Je trouve c'est féerique, c'est super beau. Il y a des personnes toujours maintenant que je sais écoutent la bande son. Donc le CD, tu le mets dans un lecteur CD, tu sais écouter la bande son. Ça passe très bien. Tu veux faire un petit dîner ou quoi et mettre une musique d'ambiance, tu tapes ça passe super bien.
Donc c'est des... alors. Ouais, sérieusement, ça passe. Je te dirais. Musique un peu féerique, c'est pas mal. Une introduction en image de synthèse. Bon, à l'époque, c'était quand même génial de voir vraiment un dessin animé en image de synthèse. C'était assez fou. Et une chanson avec des voix. Forcément, oui, on est sur CD. Hein. Donc, c'est un vrai générique, en fait. Ouais, c'est ça. Un vrai générique. C'est un vrai générique. Que... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le jeu, déjà, il est fini en 45 minutes. Si tu le fais en ligne droite, 45 minutes, il est torché. Il est très court. Du coup, tu t'ennuies pas. C'est un jeu, tu le mets, tu peux rejouer fréquemment comme ça, tu peux refaire une petite partie. Ça va très vite. Voilà. Tu te fais un run comme ça sur 45 minutes, maximum 1 heure si tu prends le temps. Donc ça se fait vraiment très bien. Et tu as un boss à chaque fin de monde. De chaque fin de monde, tu as un boss. Puis un boss final à la fin. C'est des boss assez imposants. Donc c'est un truc en 3D qui est vraiment pas mal au niveau des boss. Alors ce que je trouve vraiment génial avec ce jeu-là, c'est que quand tu l'as terminé, la fin, je spoil pas, je vais pas en dire plus parce que je risque de spoiler des choses qu'il faut pas. Parce qu'il y a vraiment une histoire. Et à la fin du 1, tu dois mettre le 2. Le 2 prend la suite à la fin du 1. Vraiment. C'est du direct. T'as une continuité, vraiment. Tu finis le 1, tu mets le 2, tu peux y aller. Et le 2 est un peu plus long et la mécanique est plus ou moins la même. Mais il faut en français, quoi. Oui, il te le faut en pâle. Ouais, parce qu'il faut lire les textes et comprendre. Quoi. Voilà. Il y a vraiment une histoire. Il y a vraiment une vraie histoire. Il y a une vraie histoire. C'est ça que je trouve génial, qui continue. J'ai le 2, je l'ai pas pris là, mais j'ai le 2 qui continue vraiment sur le 2. Donc quand t'avais fini le jeu à l'époque, tu te dis, il va y avoir une suite, c'est sûr, quoi. Et d'accord, c'était prévu, quoi. C'était prévu, ouais. C'était prévu. Oh, putain. Ouais, d'ailleurs, le 2 est sorti l'année d'après, je crois. Hein, très, très rapidement, oui. J'ai pas tenu très longtemps pour pouvoir voir la suite des aventures de ce jeu. C'est vraiment un chouette jeu de plateforme. Moi, j'étais content à l'époque parce que c'est un jeu de plateforme qui n'est pas prise de... Enfin, moi, j'aime bien Mario, mais je suis un runner de Mario. C'est-à-dire, je prends de Mario A, je prends toutes les Warp Zones, je vais essayer de runner au plus vite et je sais terminer, voilà. Je suis pas à commencer à jouer pendant des heures, ça va me saouler. Voilà, c'est ça. Merci du compliment. Toi, t'es un joueur de Raggy. Voilà, faut que ça run, quoi. Moi, je me sens bien, c'est pendant les 400 mètres d'une course. Et ouais, c'est ça, ouais. Merci, Blue Journey. Ouais. Donc, c'était parce que j'avais été frustré avec Blue Journey que je me suis dit, enfin, un jeu de plateforme qui est un peu rapide, avec une vraie histoire et tout. Et maintenant, je dois dire que au niveau visuel, c'est un jeu à l'époque quand je l'ai mis, parce que moi, j'avais eu un méga CD. Je m'étais toujours dit, ce jeu aurait pu tourner sur une 30DX avec un méga CD, sans problème. Oui, parce qu'il a un côté, comme ce côté 2,5D en fait, c'est qu'il y a des jeux sur 32X. Il y en a un par exemple qui s'appelle Tempo. Oui, Tempo, oui, très beau sur 32X. Aussi, qui est un petit peu. Oui, il y a un côté un peu détaché du décor. Ouais. Voilà, on sent. Je pense que le 32X aurait pu. C'est un jeu qui aurait dû sortir sur 32X. À l'époque du 32X avec les méga CD. Ça aurait été quelque chose de vraiment pas mal pour le 32X comme jeu. Ça aurait été. C'est pas impossible qu'il ait été prévu et puis qu'après. C'est pas impossible parce qu'il est sorti très rapidement, donc tu vois. Mais c'est ça. C'est un jeu qui est sorti, je crois, en style janvier, février 95. Vraiment, la sortie de la console, quoi. Peu de temps après. C'est sorti très rapidement. Ouais. Parce que je crois que la Saturn, c'est fin 94. C'est pas 95. Au Japon, oui. Au Japon, ouais. Au Japon, c'est fin de... Je crois que c'est fin 96, 15 en Europe. Ça doit être octobre 95, normalement, 95. Ça doit être octobre. Je viens de m'apercevoir que j'ai dit pour la première fois de ma vie 94. À force de traîner avec toi, je commence... Tu sais que je fais une aparté, mais j'ai regardé la dernière vidéo de Banzai. Moi, j'aime beaucoup Banzai, tu vois, donc je regarde ces vidéos avec beaucoup d'attention. Il dit 90. Eh oui. Il dit 90, c'est un français, et il dit 90. Et je suis en train de me belgiser. Ah ben c'est très bien, je suis fier de moi. Merci. Ça va très bien, ça va très très bien. Pas trop classe. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Je me suis belgisé. Voilà. Je suis belgisé. C'est un profit de vie. Ne me jugez pas.
Non, mais écoute, très bon point en tout cas que ce Clockwork Knight. Moi, il faut que je le récupère parce que je ne l'ai plus. Et effectivement, il fait partie des jeux qu'il faut avoir dans une ludothèque Saturn parce que c'est une exclusivité, c'est une licence qui n'a pas Oui, été ça c'est. continuée, Ouais. perpétrée. Et c'est bien dommage parce que. Je pense ça pas qu'il y a mériterait- eu une réédition sur une console après, je pense pas. Pas, Je crois qu'il est unique Saturn. l'épisode est terminé. Ouais. Ouais. Ok, Voilà, super. merci. Eh ben, moi, je vais enquiller avec un jeu qui va nous permettre de faire mentir tous ceux qui disent que la Saturn est une mauvaise machine 3D. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire de la création de l'architecture de la Saturn, elle était prévue à l'initiale pour faire de la 2D et ils ont rajouté vite fait 2 mois avant la production complète un petit coprocesseur rapide en disant ouais vas-y au cas où s'il faut faire la 3D on en fera. Ils l'ont fait et puis malheureusement c'était la pire idée de la Terre parce que si on n'était pas bac+12 en programmation on était à la rue pour faire de la 3D sur Saturn. Bon, je le dis avec mes mots mais ça ressemble un peu à ça. Elle n'était pas facile à développer au niveau 3D. Et pourtant, on a un studio qui, alors j'ai pas ma lumière là, mais non, j'ai pas ma lumière là, donc je vous le dirai pas, mais ça a été dit dans d'autres vidéos qui abordent le sujet, et n'hésitez pas à le préciser dans le chat quand vous verrez ce live. Nous avons eu Exhumed, qui est là présenté dans sa version japonaise, parce que moi je fais toute ma collection en japonais, hein, je suis un peu bizarre là-dessus, mais c'est vrai que j'aime ça. Et en fait, ça a été développé par ceux qui ont aussi converti en Saturn Duke Nukem et, je crois, Exen. Et donc, ils ont développé un moteur 3D. Dis-moi. Il n'y avait pas de Doom aussi? Alors, Doom, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est pas eux, C'est pour ça que c'est une catastrophe sur Saturn. Doom Mais est il n'y a une pas catastrophe. Quake aussi? Le Quake 1, c'est pas eux aussi qui l'ont porté? Quake 1, peut-être. Je te le confirmerai pas comme ça, mais peut-être. Mais en tout cas, les trois que je viens de dire, je suis quasiment sûr que c'est le cas. Et en fait, c'est Locomotive Software. J'ai réussi à relire, je crois que c'est un truc comme ça, qui ont créé donc un moteur graphique pour la Saturn et qui ont accompli un véritable petit miracle. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu fait mentir tous ceux qui disent que la Saturn n'est pas capable de faire de la 3D, qui plus est fluide, qui plus est avec des effets de transparence, de lumière, etc., sans pour autant que ça pixelise dans tous les sens. Exhumed, en plus de ça, est un jeu incroyable de par sa construction. C'est-à-dire que ça se passe en Égypte ancienne, on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on fout là, mais on rentre dans un temple, et là, d'un seul coup, il y a un dieu égyptien qui descend, qui nous dit c'est la merde, on a besoin de toi. Bref, il faut vaincre les forces du mal. Un scénario absolument original qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et évidemment, ça va être prétexte à parcourir toute la carte d'Égypte, Gizeh, etc. Une forme de Metroidvania. C'est-à-dire que vous allez parcourir un tableau, avoir accès à certaines pièces et pas d'autres. Et quand vous allez sortir de ce tableau et aller dans le deuxième, vous allez gagner des pouvoirs qui vont vous permettre, en repassant dans les tableaux précédents, d'accéder à des zones auxquelles vous ne pouviez accéder auparavant. Donc c'est du Metroidvania en 3D, à l'époque où Metroidvania, c'était Symphony of the Night, etc. C'était des jeux qui étaient plutôt en 2D. Et là, ils nous ont pondu en fait un jeu qui visait à rejouer plusieurs fois les mêmes tableaux en les redécouvrant autrement par rapport à des pouvoirs qu'on avait gagnés. On peut nager, on peut sauter très haut, on peut envoyer des pouvoirs magiques puisque les dieux vont nous aider dans notre quête. Il y a des armes à feu, bien entendu. Le jeu tourne en 60 FPS. Il est presque plus rapide que le Doom de la PlayStation, qui pourtant est la meilleure version de l'époque en matière de Doom, et se laisse jouer dans une ambiance absolument hypnotisante. On est en Égypte, mais vraiment dans l'Égypte ancienne. Et pour qui aime un petit peu cette période de l'histoire, je peux pas te laisser dire un truc. Désolé, je te coupe. Hein. Quoi tu peux pas oui, désolé, je te coupe. Hein. Parce que Doom, la meilleure version, elle est sur PC, ça va. On parle de console. Non, non, rien à foutre, moi. La meilleure version, j'ai entendu. La meilleure version console est sur PlayStation. Faut préciser. Il faut préciser, s'il vous plaît. Oui. Précisons. Non, mais effectivement, donc j'insiste, pour les machines accessibles au commun des mortels à l'époque, c'était la meilleure version. Et non, voilà. Donc ce Exhumed se permet même d'être meilleur que le Exhumed
de la version PlayStation, puisqu'il y a des tableaux en moins, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup moins monde ouvert. Ils ont dû un peu tailler à la serpe l'architecture générale du jeu, et donc la meilleure version se trouve sur Saturn. C'est pour ça que je souhaitais lui redonner un petit peu de visibilité à ce jeu, parce que vraiment, pour qui ne le connaît pas, c'est une petite pépite de la ludothèque de la Saturn. Est-ce que vous le connaissez celui-là, messieurs? Pas du tout. Non, moi j'y ai pas. Alors j'ai vu DGGI. Bah écoute, c'est bien, tu nous fais découvrir des choses. Génial. Exactement. Et moi je ne le connais pas, je ne l'ai pas fait. Eh bien, écoutez, vraiment, je vous encourage à le tester. Est-ce que ça cote? Peu importe. Bah, sur Fenrir. Ça cote un petit peu. Alors, ouais, ou sur Fenrir. Ouais, Fenrir, ouais. Ça cote un peu. Je crois que le jeu, ouais, si tu le veux en version PAL, c'est peut-être une centaine d'euros. Hein. Bon, voilà, on n'aime pas trop parler de prix, mais malheureusement, Ouais. ça fait partie. Non, mais pour savoir. Il est sorti. Alors, il a un autre nom que j'ai oublié en US. Il ne s'appelle pas comme ça. Et il a encore un autre nom en japonais, puisque vous voyez qu'il y a 1999. Et devant, c'est Pharao Densetsu 1999. Ouais. Je sais pas, un truc bizarre japonais. Mais c'est bien le même jeu. Et donc voilà, en tout cas, Exhumed, il est bien connu chez nous, sous ce nom-là. Et donc voilà, c'est une véritable petite pépite, encore une fois, du support que j'encourage tout le monde à tester. Ouais, il faudra faire ça. Voilà. Merci pour la découverte. À qui Eh bien, c'est à moi. Donc moi, je vais du coup être complètement décalé par rapport à toi, Grandpa. Ah merde. Alors toi, tu nous montres en fait un jeu 3D qui tourne extrêmement bien. Et moi, je vais revenir en fait à mes premiers amours, qui est la 2D. Et pas n'importe laquelle, c'est la 2D des années 80-90 en arcade. Donc Gal Racer, donc jeu de line-up sorti en fait au Japon. Donc ce jeu est sorti en 94 à la sortie de la console. À l'époque, ça avait fait du bruit parce que c'était du coup le concurrent direct de Ridge Racer. Donc, il y avait Ridge Racer en 3D sur PlayStation et vous avez Gal Racer sur Saturn, qui lui en fait est en 2D, qui utilise le moteur graphique, le Super Scaler de Sega. C'est aussi la première apparition de Sonic. Il faut savoir que le jeu en 90, quand il est au rétroviseur. Il est au rétroviseur et il pend comme ça. Donc, par rapport à la version arcade, il y a quand même une différence, c'est que le véhicule n'est pas tout à fait le même. Il a été un petit peu changé. Et le nom en arcade, c'était pas Gal Racer, c'était, si je dis pas de bêtises, Road Racer. Road Racer, ouais. Oui, ouais, t'as un truc. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc il y a quelques subtilités en fait au niveau design sur le véhicule, mais après le gameplay reste le même. Ils ont juste consolidé le jeu avec un système de bonus, de récompense. En fait, c'est minime, mais en fait votre Sonic évolue le porte-clés. Donc plus vous jouez, plus vous gagnez des mascottes, et au bout d'un moment ça devient Sonic se transforme en Tails. Ensuite Tails devient, si je dis pas de bêtises, devient Knuckles. Ensuite, il devient Amy. Et en fait, après, il y a Metal Sonic aussi, et ça finit par Super Sonic. Donc là, par contre. Et t'as tous les porte-clés, tu vois rien à travers le pare-brise. Un seul. T'en as que, mais il change en fait. Et en fait, c'est. Super le bonus, super. C'est pour récompenser tes heures de jeu, en fait. Alors, le jeu est quand même difficile, parce que c'est un jeu d'arcade. À la base, il n'a pas été simplifié. Ils ont juste mis le mode facile. Il faut vraiment aimer. Cette ambiance-là des jeux d'arcade Sega en fait, des années 80. C'est très difficile, c'est pas accessible. C'est malheureux à dire, mais vous mettez le jeu dans la console, vous allez essayer. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas passer le premier niveau qui dure 40 secondes. Donc c'est très frustrant. Par contre, ça vaut le coup de creuser. Une fois qu'on a creusé un petit peu, on se rend compte que la bande son est géniale. La maniabilité, bien que le véhicule soit très très lourd et qu'elle soit un petit peu fastidieuse, on y trouve beaucoup de plaisir parce qu'en fait c'est le jeu de récompense. Dès que vous comprenez à peu près comment fonctionne le véhicule, donc autant on galère pour arriver à doubler une voiture ou quoi que ce soit, mais dès qu'on y arrive, on a un sentiment de satisfaction qui est énorme et ça nous pousse à aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et moi je me suis surpris en fait le jour où j'ai réussi à l'avoir en physique. Parce que j'ai joué sur Fenrir, mais le fait de ne pas l'avoir en physique, j'arrivais pas à persister. Je l'ai eu en physique parce que ça vaut 3 fois rien, donc je me suis acheté. Et j'ai passé l'après-midi entier, j'ai pas lâché tant que je l'ai pas fait. Tant que j'ai pas fini. Ouais. Donc vous avez juste 3 continus, donc 3 fois perdu, on recommence à 0. Oui.
Et en fait, à la fin de l'après-midi, j'avais réussi à le faire. Et depuis, ben, j'y reviens très, très régulièrement. Là, on va dire, ces 6 derniers mois, c'est l'un des jeux que je joue le plus. Voilà. T'en as parlé sur ta chaîne d'ailleurs. Ouais, t'en as parlé sur ta Ouais, je fais chaîne. 2 vidéos d'ailleurs, parce Ouais. que j'ai fait une vidéo de présentation du jeu. Et en fait, j'ai pas réussi à le finir en le montrant. Ah oui, non, mais Donc, ça m'a frustré. Donc, 2-3 jours après, j'ai filmé le run en entier parce que ça frustre. Mais non, le jeu est vraiment extraordinaire. Et bien qu'il souffre de toute comparaison avec Ridge Racer, bien que ils sont similaires hein, parce que ce sont des jeux de course et des jeux d'arcade tous les deux, ils n'ont pas du tout la même philosophie. Ouais, c'est pas du tout le même style de Il gameplay. y a Ridge Racer qui est extrêmement simple et qui est fait pour flatter le joueur, en fait, et qui est une petite démo technique de l'époque parce que c'est de la 3D. Alors que là, Sega, en fait, ils misaient sur le succès de jeu en arcade en se disant, vous avez aimé ça dans les salles, maintenant vous l'avez à la maison. Donc il y a une philosophie qui est complètement différente. Et moi, j'adhère totalement à cette philosophie. Moi, pour moi, la Saturn, elle représente vraiment ces années-là. C'est tout ce que je pouvais pas avoir, que je voyais à la télé, j'ai pu l'avoir à la maison. C'est surtout ça. Voilà. Alors, tu as raison sur un truc, c'est que. Mais le problème, c'est que ça a presque un peu desservi finalement la Saturn dans ses. Oui, mais commercialement, il y a Bah oui. aucune avancée technologique. Il n'y a rien. C'est pas ça, vendeur. En fait. C'est ça le problème. C'est que finalement, tu te retrouves avec une Saturn où tu te dis, bon, bah, j'espère qu'on va passer à autre chose et on va avoir une avancée réellement technologique. Et on se retrouve avec un jeu en 2D qui simule une 3D par le super scaler, mais pas de la 3D, qui était quand même Oui. très efficace, hein, mais qui n'était pas la 3D. Et finalement, la Saturn était la première console à arriver à faire vraiment tourner de façon fluide, sans bavure, cette technologie. Parce qu'on avait eu des versions, on en parlera tout à l'heure, mais d'autres jeux en hyperscaler sur Master System, sur PC. Ouais, sur toutes les consoles, plus ou moins. Hein. Clairement, il y avait quand même des sacrés sacrifices en matière de conversion sur ces jeux-là, alors que la Saturn permettait de les faire tourner enfin honorablement. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les joueurs avaient envie d'autre chose, avaient envie de 3D. C'est vrai que la PlayStation arrivant avec Ridge Racer, bah, tu mets Gal Racer et Ridge Racer l'un à côté de l'autre. T'as l'impression de sous-exploiter la console avec ce jeu-là. Ouais, c'est bizarre parce que maintenant qu'on est en 2024, moi j'ai les deux jeux, donc j'ai le Ridge Racer et j'ai le Gal Racer. Si on me demande à quoi tu veux jouer, et ouais. Après, je pense que c'est très personnel parce que, ouais, encore une fois, il y a vraiment un truc d'une époque. Ces années-là, moi, les jeux en 2D qui étaient très sophistiqués, ça m'a tellement fait rêver étant gamin que j'ai l'impression que je suis toujours dans ce monde-là. Même quand je relance un jeu de ce type-là, j'ai plus d'affect et je prends plus de plaisir que quand je mets un jeu qui est 100% en 3D. Mais c'est ce qui fait aussi que la Saturn vieillit beaucoup mieux, à mon sens, que la PlayStation. Parce qu'elle te propose des jeux en 2D qui ont, voilà, on en a parlé. Qui vieillissent mieux, qui ont mieux vieilli. Oui, ça fait partie de l'âge d'or du jeu. Ouais, clairement. Et au final, voilà. On a plus de facilité à revenir sur ces jeux-là que la 3D de la PlayStation et même de la Saturn, qui a particulièrement vieilli et qui aujourd'hui est complètement dépassée. Donc, c'est vrai que c'est une période qui a le mérite, en fait, d'aujourd'hui, enfin, du moins des jeux comme ça. Aujourd'hui, ça fait partie forcément de jeux un petit peu pépites, niche, cachés, là, qu'on va encenser. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire c'est nul. Quelqu'un qui a réellement joué, il a jamais dit c'est nul. Parce que c'est un vrai jeu. Voilà, c'est pas comme sur PlayStation, c'est un vrai jeu. Voilà. Et c'est la seule version qui existe en console. Et c'est la seule, c'est vrai, c'est la seule. Ouais. Ça, ou alors il vous faut le ResCap énorme. Ouais. Enfin, je veux rebondir sur un truc que tu as dit et qui est très important, je trouve, c'est que quand tu as dit je l'avais dans le Fenrir, je ne jouais pas, je l'ai en physique, je joue. Et c'est quelque chose que moi, c'est ce que je dis toujours avec le Fenrir ou même avec n'importe quoi comme ODE. Ne balancez pas trop de jeux sur la carte mémoire, ça sert à rien. Mettez-en quelques-uns. Vous vous concentrez là-dessus, et puis quand vous avez bien potassé, vraiment bien joué, changez seulement les jeux à ce moment-là, ou faites-vous plusieurs cartes mémoire, passez d'une carte mémoire à l'autre peut-être, avec des styles de jeu, avec des jeux favoris. Parce que quand on arrive sur une liste et qu'il y a plein de jeux, bah on commence à jouer, et si ça te casse les pieds de jouer parce que c'est trop difficile, bah t'as le réflexe de sortir et de lancer un autre. Donc c'est vraiment l'exemple type, ce que tu viens de dire là, du problème de start, tu reviens au menu. Ouais, c'est ça va trop vite, hein. Ça va trop vite. Hein. Ça devient de l'ultra consommable et
Moi, je me suis un petit peu perdu avec le Fenrir au début. Là. Quand je l'ai récupéré, je me mettais à lancer énormément de parties. Et des fois, j'arrivais à l'intro et changer d'avis. Ouais, c'est ça. Tu vois Bah oui. Et, Ou tu faisais que scroller. Saturne avec Tu dis, allez, j'ai 10 minutes pour jouer. Mais je vais vite prendre 10 minutes. Tu scrolles. Bon, il me reste 2 minutes pour jouer. Ouais, parce que t'as fait que scroller. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, super. À toi, yes. Alors, ben, je vais parler maintenant du dernier jeu que j'ai acheté sur ma Saturn. Donc, c'était à Noël 96, donc 96. Je vois ce jeu tourner sur une Saturn dans un magasin d'occasion. Il venait de le recevoir, lui, en neuf. Et donc, je vais parler de Fighting Viper. Ah. Jeu de combat. Alors, moi, je vais vous donner mon ressenti d'époque, parce que maintenant, c'est clair que quand on y joue maintenant à cette version-là, savoir qu'il y a une version Xbox arcade et une version PlayStation aussi, qui est disponible. Hein. On sait jouer sur les consoles plus actuelles. C'est sorti en 2013. Tu es en train de vanter les mérites de la PlayStation, là? Non, de la Xbox. J'ai commencé par Xbox. Je peux comprendre que tu allais dire que c'était bien sur PlayStation. Non. Mais on le connaît. Mais du coup, c'est un jeu qui a pas mal... C'est pas bon. T'as raison. Donc, c'est une conversion du jeu arcade sorti sur système AM, donc de l'équipe de AM2. C'est un jeu qui peut un petit peu, par sa mécanique, faire penser à des Virtua Fighter. Mais en fait, c'est assez différent. Même si quand on regarde comme ça le jeu, si tu regardes quelqu'un jouer, t'as l'impression de voir un petit peu un Virtua Fighter un peu nanardesque, parce que les personnages sont très typés nanar, film d'action des années 80-90. On est vraiment sur c'est assez imagé nanar en fait. Et donc on est sur un jeu une conversion arcade. Il y a quand même un petit scénario, il faut bien, pour le jeu arcade. Donc le scénario, c'est quoi? C'est simplement un maire d'une grande ville qui organise un tournoi pour récompenser gracieusement le vainqueur du tournoi. Voilà. Encore une fois, on n'a pas inventé des scénarios de fou. Alors c'est très rapide comme jeu, c'est assez punchy. C'est avec des combos, donc il y a des combos, vraiment. La particularité, c'est que pour moi, ça fait peu penser à un jeu qui représente un peu comme le MMA maintenant. Ça se joue dans des cages, dans des endroits fermés. On sait défoncer les limites de la zone de jeu. Tu sais défoncer sur la fin à la Dead or Alive un peu, si tu veux. Sauf que tu casses vraiment le décor. Tu casses vraiment, c'est pas qu'il tombe. Tu casses la cage, tu casses un mur. Sauf le ring. Tu peux casser le décor que si tu le fais sur le dernier coup. Le dernier coup, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Au dernier coup, tu casses le décor. Oui, un peu comme. Oui, voilà, un peu la Realbout, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, tu peux casser le décor à la fin, mais tu peux casser autre chose pendant. C'est l'armure du perso qui est en face de toi. Ouais. Et quand tu lui as donc administré beaucoup de coups au même endroit, donc tu as une petite jauge avec la capacité d'énergie de ton armure. Quand elle tombe à 0, ton armure explose. Et là, alors ton personnage devient plus rapide sur l'armure. Beaucoup plus rapide, mais il donne plus de dégâts, mais malheureusement, tu es aussi beaucoup plus sensible à au coup que tu reçois. Donc, c'est une arme à double tranchant, quoi. T'as plus ton armure, t'es plus rapide, mais malheureusement, quand tu prends des coups, ça pardonne pas. Plus mal. C'est ça. Alors, t'as 8 personnages. T'as des personnages un peu comme dans tous les jeux 3D de l'époque, donc qui sont un peu des personnages cachés, qui réapparaissent un petit peu au fur et à mesure. Notamment, t'as un petit ourson, qui a des combinaisons, tu peux le faire en panda. Enfin voilà, c'est un peu, je te dis, c'est assez space au niveau des personnages. Hein. C'est assez space. Ce que je dirais surtout pour le jeu, c'est que c'est très rapide. C'est très simple à jouer avec l'ordinateur. Il est hyper facile. Tu joues avec l'ordinateur, tu l'as fini en 20 minutes. Franchement, ça va d'une vitesse. C'est très rapide. Par contre, à deux, contre un ami, c'est génial. Tu passes des heures à jouer, tu te marres. Les personnages sont tellement typés nanars que tu te marres. Il y a des femmes, ce qui est bien entendu le cas. Pourquoi est-ce qu'on fait exploser les armures et qu'on t'a fait jouer des femmes dedans? Parce que quand tu exploses les armures, des femmes, elles finissent en soutien-gorge, ce genre de choses-là. Peggy 18. Et alors, pour ceux qui sont fans de hard metal, la bande son, c'est que du métal. C'est à fond. Mais d'ailleurs, dans les options, c'est un des rares jeux où tu mets plus fort la musique que le bruit des persos. Limite. Tellement que la bande son, elle est folle. Elle est géniale, la bande son.
Bah, tu vois, il y a des jeux comme ça où la bande son, elle est folle. le son à fond, et je mets le bruit du moteur vraiment, c'est le bruit de fond, quoi. C'est vraiment. Alors, sinon, il faut quand même essayer de lui trouver quelques petits défauts. Mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ouais. Là, en fait, la fin, c'est un replay de toutes tes parties. Du dernier coup. Tu vois, c'est tout. C'est le jeu en même temps. Voilà. Donc, t'as pas vraiment. vraiment. Les scénarios sont pas. Alors, t'as pas des modes de jeu de fou. C'est un système très simple de pied, poids, garde. Projection, c'est poids, garde, fais la projection. C'est un système de prise en main très rapide. Mais c'est du Sega, c'est de l'arcade, voilà. C'est du m'a- bonheur, quoi. Ouais, franchement, ouais. Et Ça, c'est- toujours maintenant. C'est assez marrant parce que tu as une petite, faites chacun de l'autre côté, si je me souviens bien, tu as une petite silhouette de ton personnage et vont clignoter en rouge les parties de l'armure qui sont prêtes C'est à ça. péter. Mhm. Donc il y a toute une stratégie, l'air de rien, à essayer d'établir quand tu veux battre l'adversaire pour lui péter des zones d'armure parce qu'après sa vie va beaucoup plus facilement partir du fait qu'il n'est plus protégé. Donc il y a un ascendant. Si tu tapes tout le temps, enfin si tu mets un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, tu vas pas péter son armure. Si tu t'acharnes sur une partie de l'armure, tu vas la dézinguer. Et là, derrière, il est à poil. Alors, évidemment, c'est agréable pour la gentille qui va regarder, mais c'est surtout agréable pour défoncer l'adversaire avant de l'extraire et quand on lui met le couvent sur le deuxième round, il part à 500 mètres hors de la cage. Donc ça donne un peu comme une furie qu'on balancerait dans un jeu comme les versus fighting de Capcom et de SNK. Là, voilà, c'est un jeu qui a vraiment la pêche, effectivement souligné par une musique bien punchy. Non, ce jeu, c'est du fun en barre. C'est du fun en barre. Voilà. Ça fait d'ailleurs très longtemps que j'y ai pas joué et tu m'as donné envie de remettre la galette dans la console parce que très franchement, j'y ai beaucoup joué à l'époque. Je l'ai et c'est pas un jeu que j'ai remis depuis un bon moment. Donc il faut que Moi, j'ai une petite anecdote avec ce jeu, si vous me permettez. Je vais juste vous attraper l'accessoire qui va avec. D'ailleurs, il y a un numéro 2 sur Dreamcast. Oui, il y a un numéro 2 sur Dreamcast. Oui, en plus, c'est vrai. Alors, moi, c'était début 2010. Voilà. Non, même pas, je dis une bêtise. C'est vers 2007 par là. J'avais acheté ça. Oui, là. Voilà. Donc, c'était une action replay Sega Saturn. Donc, j'avais acheté ça. Juste, alors c'est bête, hein. C'était pour avoir des cheat codes pour jouer à Panzer Dragoon, tout ça. Je voulais essayer, par exemple, les Infini. Et voilà, j'avais trouvé ça pas cher sur eBay. Et je m'étais rendu compte que il y a un gars qui avait fait une vidéo à l'époque, on était aux alentours des 2013 par là, environ, sur en fait les actions replay qui dézonaient la Saturn. Donc moi j'étais monté, je me rappelle à l'époque, donc au magasin, il y avait en fait nous à côté de chez moi qui vendait les jeux d'occasion, et j'avais amené ça et j'avais dit est-ce qu'un jeu japonais peut tourner dans une palle avec ça? Donc on avait fait le test et j'avais fait le test du coup avec un Fighting Viper. J'avais essayé Fighting Viper en fait sur une console PAL, mais c'était un Jap que je faisais tourner avec Staction Replay. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Bon, je l'ai pas pensé par contre le jeu. Voilà, bah, Ça viendra. Non, vous vous amusez, et surtout pour jouer à deux. Hein. Tout seul, ça. ouais. Il n'a pas grand intérêt tout seul. Ouais, t'as vite fait le tour. Alors, tu sais, moi je joue à Toshiden tout seul, donc je vais pouvoir jouer tout seul à Fighting Viper. Ouais, oui. Voilà. Ouais, à ce moment-là, oui. Voilà. Donc, petit soulier, donc on a dit, il y a le numéro 2 qui est sorti sur Dreamcast. Le 1 est ressorti en Sega Ages sur PlayStation 2, donc en version un petit peu refaite. Mais il est refait en Ouais, HD. ouais, Hein. il est refait en HD, exactement. Petite anecdote aussi, on va pas parler du jeu, mais juste pour retrouver quelques personnes de ce jeu-là, il existe sur Saturn également un jeu qui s'appelle Fighter Megamix, qui mélange les personnages et de Virtua Fighter et de Fighting Viper, et puis quelques guests, dont la Hornet de Daytona qu'on peut débloquer pour qu'elle se batte. C'est n'importe quoi. Mais c'est véridique, c'est pas moi qui ai fumé la moquette avant de faire le live. Et donc, le Fighter Megamix, c'est aussi un très bon jeu de combat qui mélange un petit peu les deux styles, puisque finalement, Fighting Viper, c'est un peu un Virtua Fighter boosté aux hormones, qui est super animé et qui, vous l'avez compris, est très très péchu.
Eh ben, merci pour ces bons souvenirs, parce que je te dis, ça faisait vraiment longtemps que euh, j'avais pas mis dans la console ce Fighting Hyper, et je pense que je vais le faire ce week-end. Ben voilà. Eh ben écoutez, moi je vais enchaîner sur une typologie de jeu dont on parle pas beaucoup forcément sur je trouve YouTube, et pourtant la période des 32 bits a été assez fluctueuse, enfin assez euh, euh, comment dire, à mettre en avant vraiment ce type de jeu à l'époque. On va parler des jeux de flipper. Euh, Moi, j'adore les jeux de flipper. Je suis un grand fan de jeux de flipper. J'adore Dragon's Fury, alias Devil Crush sur Mega Drive. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Et donc, la Saturn, elle a eu le droit à deux titres. Donc, je petit peu, vous m'en voudrez pas. Deux titres qui sont celui-ci, The Last Gladiator, qui est sorti donc sur Saturn et qui a eu droit à une version PAL, et sa suite, qui est une exclusivité japonaise, qui s'appelle Necronomicron. Donc, pourquoi je vous présente ces jeux-là? Tout simplement parce que, à mon sens, ça fait partie des jeux qui sont les mieux réalisés en matière de flipper de cette époque-là. D'abord, on se retrouve avec des tables qui sont complètement, comment dire, dans la thématique pour le premier, des gladiateurs, des barbares, des choses un petit peu heroic fantasy, avec de la musique en rock progressif qui envoie du pâté. Mais alors là, on parle de musique depuis tout à l'heure. Franchement, je vous invite ne serait-ce qu'à écouter les musiques de ces deux jeux-là. Elles sont absolument fantastiques. Et pour moi, un flipper, ça se joue avec une ambiance sonore. C'est-à-dire qu'il va y avoir la musique, il va y avoir les bumpers, les bips, les piou-piou-piou, dans tous les sens, et une physique de balle qui va être absolument démoniaque. C'est-à-dire que là, dès le Last Gladiator, on se retrouve avec une bille qui est animée en 60 FPS, et ça se ressent vraiment par rapport à ce qui se faisait chez la concurrence à l'époque. Voilà, je ne vais pas parler des heures et des heures de flipper parce que, encore une fois, faut y jouer, c'est pas des jeux qui se racontent. J'insiste sur celui-ci qui est méconnu et que je l'ai découvert moi sur YouTube, je ne savais même pas qu'il existait, qui est donc Necronomicron, et qui est la suite donc de Last Gladiator. Vous l'avez compris, dans un univers un petit peu plus sombre, pas très facile à définir, mais voilà encore un mélange de mystique, de science-fiction. Enfin voilà. Encore une fois, faut y jouer et vous verrez les incrustes qu'on aura mis pour vous en faire une petite idée. Une musique pareille, encore une fois, extrêmement euh, entraînante, et des jeux qui se jouent très bien. Et puis le principe du flipper, c'est des petites parties par-ci par-là, et avec nos modes de vie de papa que nous sommes aujourd'hui et d'actifs, ça peut être des bonnes solutions pour passer des fois 10 minutes, un quart d'heure sur un jeu sans prise de tête. Ah oui. Alors, jeux de flipper, vous en connaissez de cette époque-là, vous, que ce soit sur peut-être Saturn ou PlayStation? Ben moi, je te bête avouer que Moi, les jeux j'ai de le flipper. Pinball. Ouais, Pro Pinball. Pinball, ouais. Moi, les jeux de flipper sur console. Ouais, alors si je me souviens bien, True Pinball, c'est plus ou moins de la même famille que les Pinball Fantasy. Alors, ça, je ne peux pas te dire, moi, par contre. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'ils ont une certaine forme de relation entre les deux. J'en conseille un autre, je ne le montrerai pas là, c'est juste rapidement. Il était lui sorti en pâle, c'est Tilt. Voilà, T-I-L-T, qui est sorti aussi sur PlayStation et sur Saturn, en version PAL aussi bien qu'en version import. Et là, c'est un jeu avec 6 tables un peu plus conventionnelles. Il y a une table qui est dédiée au film d'horreur, une table qui est dédiée à la course. Enfin, bref, des thématiques un petit peu plus ordinaires, et pareil, qui est super sympa à jouer, mais qui ne bénéficie pas de la même pêche que les deux jeux que je viens de présenter là. C'est pour ça que j'insistais vraiment sur ces deux titres qui sont vraiment très très bons si vous voulez en tout cas découvrir des bons jeux de flipper sur cette période de console. Voilà, je m'étendrai pas plus, encore une fois, je vous dis, les jeux de flipper, ça se raconte pas, ça se joue. Mais je pense surtout que les incrustes aideront à se rendre compte. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et puis les jeux de flipper représentent en fait certaines années des jeux vidéo. C'est-à-dire que ça n'existe plus d'ailleurs. Ouais, oui. Il n'y a pas de jeu c'est flipper, par exemple. Si, alors tu as une série qui est pas mal aujourd'hui qui s'appelle les Pinball FX.
qui sont des jeux sortis en dématérialisé exclusivement. Ouais, On voilà. en était au Pinball FX 3 et ils ont rebooté la série, ils sont partis sur du Pinball FX. Bon, ça a été racheté, etc. Ce sont des très bons jeux qui reprennent en plus des tables de Star Wars. Existantes. Il y a même des tables existantes. C'est assez chouette. Il y a des tables existantes, exactement. Ils ont eu les licences. Bah, le dernier que j'ai acheté, parce que vous avez compris, j'adore les jeux de flipper, donc forcément, même en Next Gen, je m'y suis mis. Et ils ont ressorti la table de Indiana Jones, qui est juste incroyablement refaite. T'as l'impression d'être devant le flipper. Et c'est un flipper que je connaissais en vrai. Franchement, c'est un vrai bonheur que d'y rejouer. Donc voilà. Mais t'as raison, le flipper est passé de mode aussi bien en réel qu'en jeu C'est un jeu vidéo. Ouais. et c'est vrai que bah voilà, la période des 32 bits est une bonne période d'entrée, en tout cas, de ces jeux-là. Si vous voulez vous en refaire une petite partie par-ci par-là, je vous les conseille avec grand enthousiasme. D'accord. Bah, tu vois, moi, les jeux de flipper sur console, j'ai toujours eu du mal avec une manette. C'est un truc. Oui, voilà. oui. Bah, déjà, souvent, les jeux de flipper avec une manette, c'est particulier. À droite, c'est pas particulier. Tu vas jouer avec une direction de la croix directionnelle. Déjà d'entrée, c'est pas un truc que tu irais chercher de départ. Pas super intuitif. Mais c'est vrai que une fois que tu es un peu rentré dans le truc, c'est hyper addictif. Moi, j'adore jouer au pinball en fait, de Sonic Adventure. Dans le niveau du casino, ça fait une table en fait, de Night. Oui, et exactement. vous jouez avec Sonic qui prend du coup, il se met en boule et vous jouez avec lui. Et j'adore me refaire que ça en fait. Des fois, je vais faire que le pinball en fait, de Night. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Voilà. Bien. Bon, c'est à moi, je crois. C'est à toi, justement, mon cher. Eh bien, allez. Donc là, je vais présenter un chef-d'œuvre absolu. Je pèse mes mots. Hein. Attention, hein, je pèse mes mots. Donc, je vais tout simplement présenter Les bébés de Yu Suzuki. Qui est la compilation Sega Age Volume 1. D'ailleurs, il n'y a que un volume, en fait, il n'y a pas d'autre chose. Donc, c'est une trilogie où il y a Afterburner 2, Space Harrier et Outrun. Alors, il faut savoir que sur ces trois jeux, vous avez la version ultime d'Outrun qui est présente sur ce CD. Donc, le jeu tourne en 60 FPS. Donc, déjà, c'est pour ceux qui aiment ces années-là, pareil, donc avec ces jeux qui tournent avec un super scaler. C'est la version ultime. C'est que même la version arcade, le vrai Outrun tourne moins bien que cette version-là. Vous avez ça, donc les musiques thématiques. Je suis pas un super petit peu par hasard. Oui, il est fan de Super Scaler. Ouais. Un tout petit peu. Ouais. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas fait mieux. D'ailleurs, on va mettre une petite bannière au-dessus Super Scaler Man. Au-dessus, Pokémon Life. Je me viens. Donc, Space Harrier, par exemple, sur cette trilogie, c'est celui que je préfère le moins. J'adore la bande-son, mais niveau gameplay, tout ça, c'est pas mon préféré. Afterburner, je trouve ce jeu fantastique. Bon, hormis qu'il soit incroyablement difficile, le jeu est vraiment fun à souhait. Et en fait, ça représente vraiment la Saturn. Comme Gal Racer, en fait, qui sont en fait des jeux qui sont proches. Hein, c'est le même éditeur, ils ont le même papa de conception à peu près, les mêmes équipes du moins. Là, moi, même maintenant, en 2024, sur toutes mes consoles, quand il y a tout qui tourne, ben, c'est ça qui tourne le plus. J'ai accès à tout. Et bien, ces jeux-là sont intemporels. Je sais même plus par quoi commencer parce qu'il y a trop de. Il y a trop de choses, quoi. Il y a trop. Ah oui, vous avez un mode sur ça, Outrun. Quand vous finissez le jeu une première fois, si vous appuyez sur A, C et Start sur la page d'accueil, vous avez droit à une option supplémentaire qui est l'option où vous n'avez pas de dérapage. C'est-à-dire que votre voiture, en fait, file comme un train sur des rails et ça vous permet, en fait, de vous entraîner sur les passages les plus difficiles pour arriver à mémoriser les passages et pour s'entraîner sur le chemin hard. Et donc, c'est très marrant parce que la voiture est à fond. Elle prend presque tous les virages à fond sans s'arrêter. Donc, vous allez finir le jeu en 5 minutes. Hein, mais c'est juste que c'est un mode, en fait, entraînement que vous allez pouvoir faire pour étudier les tracés, en fait, sans avoir d'accident et sans être obligé d'avoir un accident pour ne pas réussir à l'arrivée et de devoir tout recommencer à zéro et, en fait, être perturbé par le fait d'avoir des accidents partout. Donc, je trouve ce mode-là très intéressant. Et vous avez aussi des musiques qui ont été réorchestrées. Donc, vous avez les versions
classiques, arcade, et d'autres versions en fait qui ont été remixées, donc c'est des versions CD. Donc ça peut rajouter une petite touche en fait moderne au jeu. Et vous avez aussi la version, je parle d'Outrun toujours, vous avez soit la version japonaise originale, soit la version occidentale. Il faut savoir que la version occidentale, par exemple, sur la route facile, le niveau 2, si je dis pas de bêtises, en Europe, c'est des tunnels de pierre. Et quand vous prenez la version originale, en fait, c'est une prairie. En fait, voilà. Et en fait, le tracé n'est pas tout à fait le même. Mais ça se joue à quelques détails, c'est pas non plus fondamental. Et Afterburner, ce qu'il y a de bien sur celui-là, c'est que une fois que vous avez perdu votre continu, enfin plusieurs continus, vous avez un checkpoint qui vous permet de continuer là où vous avez perdu la dernière fois pour en fait essayer de finir le run. Parce que le jeu est quand même très difficile et ça vous permet de le poncer, de vous entraîner. Donc du coup, le jeu vous récompense. Si vous arrivez à débloquer un certain checkpoint, vous repartez d'ici et du coup, vous arrivez à terminer le run et donc on va pouvoir vous entraîner. Donc voilà, je ne sais pas si vous y jouez à ça ou pas du tout. Alors, ouais, en fait, j'y joue, mais moi, j'aime bien, tu sais, tout sur un même CD, c'est trop facile. Je sais bien. Donc moi, j'aime bien diversifier un petit peu, tu vois, ouvrir mon capot. Oui, ou un étagère-man a forcément plus de jeux pour remplir ses étagères. Ouais, mais étagère-man, il perd pas ses jeux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pas marrant, hein, parce que vu le jeu, en plus... Ouais. Mais oui. Alors, non, mais évidemment, je troll un petit peu, quel que soit... Sachant qu'il y a un grand absent. Sur cette compile, il y a un grand absent que je regrette énormément et que je n'ai pas encore et que tu vas probablement nous montrer. Alors, non, parce que je ne l'ai pas sorti celui-là. Moi, je suis resté dans le cadre de ceux que tu avais. Bon. Parce que je ne veux pas non plus trop. Mais il y aura un épisode numéro 2, les amis. Suivez bien. Oui, il y aura un épisode numéro 2. Non, mais voilà, celui qui manque, je pense que c'est si tu parlais de Power Drift. Oui, Power Drift. Voilà, qui est encore un représentant du Superscaler, effectivement, qui est sorti en standalone. Bah, en fait, comme tous les jeux que voilà notre cher Emel vient de montrer sur une même galette, en fait, ils sont tous sortis en Sega Ages indépendant au Japon. Là, vous avez ici la version Space Harrier. Vous avez ici la version Afterburner, donc numéro 2, qui est en fait, alors c'est pas vraiment un Afterburner 2, hein, c'est un Afterburner mis à jour du 1 avec voilà quelques tableaux qui diffèrent un tout petit peu, mais clairement c'est pas voilà, il est plus fluide, etc. Et évidemment, le fameux Outrun, le fameux est bel et bien la meilleure version que l'on puisse avoir. En fait, ces trois, enfin les Sega Ages en général de la Saturn et ces trois-là en sont une bonne démonstration. Ce sont les meilleures versions arcade que l'on puisse avoir sur console de ces titres-là. Ils présentent plein d'options avec plein de paramètres, donc pour justement aller un petit peu affiner notre expérience. Apprendre le jeu, effectivement, avoir des musiques CD et les musiques de la bande d'origine. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi, parce que les musiques d'Outrun, faut quand même pas se mentir, c'est quand même un truc qui fait super plaisir à écouter. On est au bord de la page, hein, franchement, c'est vraiment top. En plus, tous ces jeux-là sont jouables avec la manette de Night. Oui. Donc ça, c'est chouette, parce que ça apporte quand même une certaine... L'analogique pour Afterburner, la manette analogique, en fait, ça vous change le jeu. On ne joue plus du tout au même jeu. Exactement. C'est vraiment autre chose. Et moi, j'aime bien préciser sur Afterburner, je l'avais fait parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne de toutes les versions Afterburner que j'ai. Et en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand ton avion décolle, après avoir fait le ravitaillement après le deuxième ou troisième tableau, il décolle et il y a une moto qui le... Il y a Hang-On. En fait... Ouais, parce que j'allais dire, il n'y a personne qui parle de Hang-On ici, c'est un peu dommage. Je pensais qu'on allait parler un petit peu de Hang-On. Voilà pour ça. Et pourquoi? Non, mais alors, attendez, les gars, je vous pose une question. Oui. Dans quel film avons-nous une moto Dans Top Gun. qui roule à côté d'un avion qui décolle? Top Gun. Top Gun. Oui. Bah oui. Et ouais. Donc, gros clin d'œil de la part de Sega qui sort Afterburner en 88, Top Gun 86. À un moment donné, je me dis, il y a peut-être... Et au deuxième ravitaillement, il y a quoi? Attends, je sais plus. Mais effectivement, il y a un autre truc. Ah, c'est la... Oui, c'est la... Il y a la Ferrari. Bravo. Il y a la Ferrari qui remonte. Ouais.
Bien vu, bien vu, bien vu. Je te rejoins sur celui-ci qui est très particulier. Hein. Space Harrier, ça reste un jeu voilà, avec un univers un peu. Il est très décalé. Il est très décalé. Très décalé. Pour info, il est jouable dans Shenmue en version arcade perfect également, donc dans la version Dreamcast, ainsi que en GON, évidemment. En GON est jouable aussi dans Shenmue. Ah. Voilà, tu vois. La Shenmue 2. Accroche les wagons. Et Outrun dans Shenmue 2, exactement. Exactement. Donc voilà, donc non, c'est Sega Ideas, c'est des petites pépites que tu as complètement raison. La Saturn est très à l'aise pour en faire la démonstration. Et puis même sans parler de que la Saturn soit à l'aise ou quoi, c'est vraiment c'est des jeux d'arcade d'auteur. Enfin, moi je le considère comme ça. Il y a un génie créatif, je trouve, sur ces jeux-là. Avec pas grand-chose, il a réussi à faire quelque chose qui est... Ces jeux-là ont maintenant... ben là, ils frôlent les 40 ans. Donc c'est pas rien quand même, un jeu qui a 40 ans et qui est encore joué maintenant. Il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Il y a Pac-Man qui se joue encore. Après, t'as quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... C'est pour ça que je suis pas sûr que les jeux de maintenant, dans 40 ans, soient joués comme ceux-là sont joués, en fait. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est possible. Voilà. Encore une fois, l'âge d'or de l'arcade, l'âge d'or. Oui, je suis pas très original, mais je suis désolé. C'est le cœur qui parle et on est là pour ça. Ah oui, oui, l'amour. On est là pour ça. Voilà. Bon, mon cher David. C'est à moi. C'est à toi. Pour mon dernier jeu, bah alors je suis un peu embêté. Ouais, je suis vraiment embêté parce que c'est un jeu que je possède en loose. Donc c'est un jeu que je ne possède pas en complet, je le possède en loose. C'est un jeu que j'ai rangé dans un spindle, vous voyez les tours à CD. Et je ne sais plus où j'ai mis cette spindle, où dedans j'ai d'autres jeux 3DO que j'ai en loose et j'ai Amiga CD32 que j'ai en loose. Je l'ai rangé avec parce que c'est un jeu en loose et je n'ai pas réussi à le retrouver à temps pour enregistrer cette vidéo. On va parler de Street Fighter Alpha 3. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment une exclue parce qu'il est sorti sur d'autres supports, mais en fait, j'ai envie d'en parler quand même parce que et c'est Grandpa qui m'a bien fait souligner ça, qui fait que j'ai rejoué grâce à mon Fenrir au jeu. C'est la meilleure version que vous pouvez avoir de Street Fighter Alpha 3. Elle est meilleure que la version Dreamcast. Elle est incroyable. En fait, elle est incroyable. Donc pour se remettre un peu dans le contexte, on est en 99, donc 99, et c'est Capcom donc, qui s'apprête à sortir son dernier jeu Saturn, et on va dire c'est le Chant du Cygne. C'est la pépite qu'ils nous ont sorti. Donc le Alpha 3 sur Saturn se joue en un beau package avec la cartouche de RAM qui va avec. C'est ça justement qui fait toute la magie de la Saturn, c'est d'avoir cette extension cartouche qui a un peu, je peux faire le parallèle aussi avec la PC Engine, qui elle aussi a eu une deuxième vie grâce à ces arcade cartes qui mettaient de la RAM en plus et qui permettaient d'avoir des conversions Neo Geo de qualité sur PC Engine. C'était grâce à cette mémoire. On avait la même chose donc sur la Saturn, ce qui fait qu'on avait un Street Fighter Alpha 3 quasiment sans temps de chargement. Le temps de chargement était vachement réduit. Une animation sans faille, quasiment, j'ai presque envie de dire de l'arcade perfect. On y est. Ouais, je pense qu'on doit être à l'arcade perfect. On est vraiment sur une version top. Donc, Alpha 3, bon, je pense que tout le monde connaît. Donc, trois personnages jouables. Donc, un roster de fou. Tous les personnages sont là. On y rajoute en plus Cody de Final Fight, par exemple, qui peut ramasser un couteau. Enfin, c'est un truc de fou. Si vous n'avez jamais joué à Street Fighter Alpha 3, honte à vous, déjà. Il faut absolument y jouer. Il est génial. Donc on a le roster complet de Super Street Fighter, on a les personnages des alphas précédents, enfin tout est dedans. On a vraiment tous les persos. On a des modes de jeu. On est gâté au niveau mode de jeu parce qu'on a l'arcade, on a le VS, on a le Team Battle, le Survival, le Training, si je dis pas de bêtises, le Dramatic Battle, le World Tour. Il y a le World Tour. Le Final Battle, le Entry Mode. Et sinon, je pense que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Hein, en nombre de. Et tu peux jouer à 2 en coop contre l'ordinateur. C'est ça. Là, c'est encore plus. Là, c'est top. Là. T'as un mode pour jouer à 2 contre. C'est dans le Dramatic Battle. Si je dis pas de conneries. Le Dramatic Battle, c'est 2 contre 1.
Et alors, ce qui est génial, c'est que tu as un mode de Final Battle, c'est tu es directement contre Dictateur, donc contre Vega ou Bison, ça dépend de la version. Hein. Donc, vous êtes directement contre lui, donc tu peux prendre tous les persos et directement voir les faire. Si tu veux voir les faire rapidement, tu peux avec ça. T'entraîner contre Bison, contre Vega, tu peux t'entraîner facilement et terminer le jeu. Alors, au moment... Dans le game, alors voilà, mais il y a des notions de gameplay aussi qui font que il faut l'avoir poncé pour arriver vraiment à bien performer le jeu, parce que comme tu as les ISM, le X, le SZ, le V, c'est 3 modes de jeu vraiment particuliers. Moi par exemple, voilà, le V, j'arrive pas. Je saurais même pas te l'expliquer en fait le V, parce que je trouve qu'il est complètement pété ce mode, je comprends pas. Le X, bah t'as une barre d'énergie où tu peux sortir ta super. Et le Z, t'as 3 niveaux, donc un petit peu comme les prédécesseurs, quoi, on va dire. Donc ça, t'as les 3 modes de jeu au niveau du gameplay. Sinon, mais moi, ce qui est vraiment marquant avec ce jeu, c'est le nombre de persos. Enfin, je veux dire, je pense que là, celui qui dit, je ne trouve pas mon personnage, je comprends pas. Là, il faut qu'il se pose des questions. Parce qu'ils sont tous là et ils ont tous des spécificités bien particulières. Ils ont rajouté aussi, je sais pas si tu te souviens, Grandpa, il y a une super en plus pour Ryu par rapport aux alphas précédents. Ils ont rajouté une super qui est pas terrible, là. Ça sert pas à grand chose. Non, mais sinon, je pense que le contenu est top. La qualité des animations graphiques est top. Temps de chargement, top. Par rapport aux autres versions CD, franchement top. Je pense qu'on est sur la best version console de Alpha 3. C'est sur la Saturn que ça se passe. Ouais, parce que c'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est quand même assez bizarre. Il est quand même sorti 1 an après la version Dreamcast. Oui. Sur Saturn. C'est ça qui est quand même étrange. Après, bon. Oui, il est sorti après. Dreamcast, elle est sortie. À la sortie de la console. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est sorti là avec la console, on va dire le Alpha 3 sur la Dreamcast. Et le Alpha 3, donc le 03, parce que c'est une excuse japonaise, est sorti sur Saturn septembre ou octobre de 99. Donc il est sorti un peu après. Et celui-là, si je me rappelle bien, c'est le Seikyo Dojo. Je sais pas si c'est pareil sur. Alors, si, c'est ça. Alors, tu as même deux versions sur Dreamcast d'Alpha 3. Nous, on n'en a eu qu'une seule en PAL. Mais tu as une version aussi Dream Match. Tu sais, pas Dream Match, mais Match. Ah merde. Matching Service. Ouais. Matching Service, bravo. Ouais, c'est comme le 2X. Ouais. Joli. Et donc voilà, tu as les deux versions. Donc tu as une qui cote un peu plus que l'autre, juste parce que c'est marqué Matching Service, alors que depuis les serveurs sont officiellement fermés. Ouais. Mais bon, peu importe. Et donc voilà, cette version de Street 03, c'est vraiment je te confirme, la meilleure en matière de réalisation, en matière de gameplay, en matière de frame. C'est un véritable bonheur. Et alors, en plus, c'est d'autant plus un bonheur que je préfère largement y jouer avec une manette Saturn qu'avec une manette. Oh oui, ah bah oui, en plus, là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. Là, vraiment, c'est top. La manette Saturn. Mais soit tu as un pad arcade, soit tu prends une manette Saturn. Là, pour le coup, il n'y a même pas débat. En fait. Donc, rien que pour ça, voilà, cette version mérite son pesant d'or. Honte à toi, mon cher David, de l'avoir mis dans une tour où ça. Non, mais en fait, je m'explique aussi. Moi, je l'ai eu pour une bouchée de pain, le jeu. Vraiment. Hein. Quand j'ai une bouchée de pain, c'est une bouchée de pain. C'est-à-dire que je l'ai eu avec un lot de CD en loose. Donc, la personne m'a refilé une boîte à chaussures avec des CD dedans. Je crois que j'ai dû payer ça, style 10 €, tu vois. Et dedans, en fouillant, je tombe sur le 03, tu vois. Donc, le gars, à mon avis, il savait même pas ce qu'il avait. Et donc moi j'ai rangé tout, j'ai pris tous les CD, je les ai mis dans une tour pour pas que ça traîne, tu vois. C'est malheureusement un des jeux qui cote le plus sur ça. Non, mais là, je fais une aparté sur ça, je sais qu'on n'est pas parlé d'argent, mais là j'en ai vu un passer sur le Bon Coin, il est à 400 €. Ouais, ben c'est ça. Alors il doit être avec la RAM pack à ce prix-là. Oui, il est. Oui, parce que toi en fait, Grand-Pa, tu as la RAM pack avec. Alors, moi, j'ai pas. Non, je l'ai acheté en stand-alone parce que en fait, la RAM pack n'était pas systématiquement fournie avec les jeux. Tu pouvais, quand tu avais déjà la RAM pack, tu n'étais pas obligé de la racheter. Ouais, tu la rachetais pas à chaque fois. Ouais. Ouais, en stand-alone, c'est à peu près 300 balles. Je me suis demandé, moi, la RAM pack pour ce jeu, c'est la même RAM pack que pour les jeux SNK? Ouais. Oui. Alors, attention.
c'est compatible. Ouais, il me semble qu'il y a une histoire. Hein. Sur lesquels il va y avoir des bugs, donc des jeux Capcom où il va y avoir des bugs avec la carte mémoire de SNK et vice versa. Et je crois même que ce qui est vrai. Le contraire, un peu moins quand même. Bah oui, alors le problème c'est que celle de SNK, je crois qu'elle fait qu'un méga, alors que ouais, c'est la 1 méga. 4. Ouais. Donc, ouais, c'est ça qui a. C'est ce que je me disais. Parce que la version Capcom pour l'alpha, c'est une 4 mégas qu'il faut. Exactement. Et moi, j'ai la version SNK, donc ça va pas avec ma cartouche. Bah, c'est pas le problème, c'est que pour les jeux qui vont nécessiter plus de 1 méga, il y en a certains qui sont compatibles, mais pour ceux qui vont nécessiter plus d'1 méga, ça va galérer, ça va pas marcher. Par contre, il y a Marvel. Inversement, ouais, Marvel, et c'est dans ce sens. Marvel, si on met la 1 méga, il rame, mais alors. Oui, parce qu'il a pas assez de. Il a pas assez de... En revanche, la 4 mégas dans les jeux SNK peut aussi faire bugger les jeux parce que là, pour le coup, les jeux ils savent plus où ils en sont. Ah, okay. C'est trop boosté. Bah, tu vois, moi j'ai une cartouche, c'est une cartouche AliExpress, tu vois, avec 4 mégas, ça dézone, ça fait tout le bordel là, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, moi j'ai ça aussi. Mais ça fonctionne avec ça, tu vois. Mais j'ai pas, je sais pas, sans te parler maintenant, vu que j'ai le coffret King of Fighter avec la RAM pack. Je me suis dit, tiens, j'essaierai bien avec cette cartouche-là pour voir si ça passe. Mais il n'y a même pas besoin. King of Fighter 95 ouais, c'est ça, ouais. C'est pas pareil. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Voilà, mais tu vois. Parce qu'en fait, la cartouche de King of Fighter 95, c'est un complément du jeu qui est sur le CD. Il y a une partie du jeu qui est dans la cartouche. C'est pas une cartouche de boost, c'est une cartouche programme. Ah bah je savais pas ça. Donc c'est un peu différent. C'est à partir du 96 où tu as la RAM pack qui a été vendue avec. Okay. Et puis après 97, 98, etc. Le 95, par exemple, il est trop bien. Le 95, il est très très bien. Oui, c'est une très belle conversion. C'est une très belle conversion. Ouais. Ah oui. Absolument. Très très beau. Absolument. Donc voilà, non, ce Street 03, je te rejoins, c'est une petite pépite de la machine. Qui montre que c'était quand même un monstre en matière de 2D. Hein, mais c'est surtout grâce à toi, parce que bon, moi, quand je joue maintenant au Street Fighter, je me cache pas, je joue plus sur console. Je joue sur ce qui est derrière moi, tu vois, forcément. J'ai plus joué sur console. Donc, je me suis jamais vraiment. En fait, le CD, je l'ai mis de la spin. Je l'ai rangé dedans. Je pense que je l'ai même pas lancé, tu vois, le jeu. Parce que je l'ai eu et je me dis, bon, je le range, c'est bon. Quand tu m'as dit que c'était un jeu super coté, je savais pas du tout que c'était un jeu coté. Pour moi, c'était un jeu, voilà. Je l'ai tapé là, c'est pour ça que je sais plus où il est maintenant, c'est un peu dommage. Je vais le retrouver, hein. Mais j'étais vraiment agréablement surpris de le télécharger, de le mettre dans le Fenrir, de le lancer avec ma cartouche AliExpress et de voir qu'en fait, ouais, c'est une conversion assez incroyable de l'Alpha. Elle est topissime. C'est incroyable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça montre que la Saturn aurait pu faire beaucoup plus. Parce qu'il faut imaginer un jeu 3D avec une RAM pack, tu vois. Mais en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait des RAM packs pour les jeux 2D. Pourquoi ils n'ont pas fait une cartouche comme pour la Mega Drive avec le DSP? Pourquoi ils n'ont pas fait une cartouche avec un chipset 3D additionnel pour booster les capacités 3D de la console? Ils auraient pu. Ouais, mais ils le faisaient avec le RAM pack. Tu vois, ils auraient surtout une cartouche que tu achètes et ça te permettait de. Ouais, mais enfin, DSP, c'était pas. Regarde le Virtua Racing, c'est pas que tu le payais beaucoup plus cher qu'un autre jeu. Toi, t'avais un coprocesseur dedans, tu vois. Et de la console, non? Non, hein. Non. Ouais, le Virtua Racing. Mais c'était pas non plus la folie, hein. C'était comme un Star Fox, quoi. Star Fox aussi, t'es un peu plus cher, mais c'était pas non plus. Mais t'es un peu plus cher, mais c'était des jeux les plus chers, mais ça te coûtait pas non plus. Ils auraient pu faire des jeux. Bon, certes, ça aurait coûté cher à développer, mais ils auraient pu faire quelque chose d'incroyable. Et quand vous regardez bien la cartouche de la Saturn, ils l'ont pas beaucoup exploité. Ben non, ils l'ont pas exploité un peu en carte mémoire. Ils l'ont exploité pour booster les jeux 2D. Et un axe au replay. Ça servait à rien. Et c'est même pas Sega qui l'a fait. Ouais. Quand on regarde bien, c'est SNK qui l'a fait et Capcom. C'est ça, ouais. C'est des tiers qui ont utilisé ça pour booster leur jeu. Parce que tu vois, comme tu l'as dit, tu achètes le jeu avec le RAM pack, t'étais pas obligé de l'acheter avec le RAM pack. T'avais acheté une fois le RAM pack, tu rachetais un autre jeu après, tu prenais pas le RAM pack. Ils auraient fait pareil. Toi, par exemple, ils auraient fait, ben voilà, pour toutes les conversions de jeux arcade, on achète un add-on une fois, et puis après, ça vous débloque le nouveau système arcade qui est en place maintenant, et vous avez les conversions arcade, quasiment arcade perfect, grâce à une cartouche additionnelle. Ils auraient fait un truc comme ça aurait été, mais ils
ils seraient revenus sur le devant de la scène, quoi, tu vois. Ils auraient pu retarder la sortie de la Dreamcast, et ce serait passé complètement différemment. On réinvente l'histoire, hein, c'est sûr que là, ça sert à rien. Mais c'est complètement dommage de se dire que, encore une fois, c'est une stratégie qui est incompréhensible, parce que la console était plus chère que la PlayStation, c'est ça aussi qui lui a un peu foutu les bâtons dans les roues dès le début. Et pourquoi? Mais il y avait un lecteur, il y avait ce lecteur de cartouches, qui en gros n'a pas servi à grand chose, qui heureusement a sauvé pour les jeux dont on vient de parler maintenant en 2D, mais à part ça, ça n'a pas servi à grand chose. Donc ça a fait monter le prix de la console. Pourquoi en définitif? Pas grand chose. Encore une fois, tu vois. Il y a un truc qui aurait été intelligent, c'était que le port cartouche nous permette de lire les jeux 32X. Aussi. Même Mega Drive. Hein. Aussi, une rétrocompatibilité. Comme mais déjà 32X, c'est un Hitachi tous les deux, là, c'est le même processeur, donc un peu underlocké, il y en a qu'un d'un côté, de l'autre côté il y en a deux. Mais sinon c'est le même principe, c'est vrai, il aurait pu mettre des jeux 32X dessus. Quand ils ont commencé à présenter à l'époque les prototypes de la Saturn et que les gens ont vu le port cartouche à l'arrière, tout le monde a présumé que c'était un port cartouche pour la 32X. C'est-à-dire que tu pouvais avoir la 32X avec un ancien système Mega Drive, pour ceux qui ne voulaient pas complètement repartir sur un nouveau hardware, et la Saturn pointait le bout de son nez et assurait la transition avec le 32X, était compatible. Et là, pour plus, je pense qu'on aurait fait autre chose, quoi. Si je me rappelle bien, la Saturn, ça a été fait par Sega Japon, le 32X par Sega Américain. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que la Mega Drive aux États-Unis, elle cartonnait encore. Elle cartonnait, ouais. Le Japon voulait passer à autre chose. Et donc, ils ont chacun présenté leur projet. Ils ne pouvaient pas se blairer, effectivement, les deux directions ne pouvaient pas se supporter pas. Puis les Japonais, ils sont très sur d'eux, en général, sur ce. Très arrogant. Très arrogant. En même temps, bon, c'est eux les patrons de la maison de mère, donc ils avaient le veto. Et puis, bon, voilà, on sait comment ça s'est terminé. Ouais, ils étaient très arrogants, mais il faut dire aussi que les Américains ne sont pas non plus à mettre des gants non plus. Donc, à mon avis, les deux philosophies se sont bien tapées. Je conseille une série de bouquins. S'il te plaît? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'anecdote du créateur de Sonic. Il n'y a pas eu de Sonic sur Saturn parce qu'il s'était vexé, en fait. Il y a eu des discussions en interne, il s'était un peu vexé, donc en gros il avait dit je fais ce que je veux, donc il n'y aura pas de Sonic. Voilà, démerdez-vous. Donc voilà. Dommage. Et après, quand il a décidé de refaire un Sonic, sur la Dreamcast, donc il a décidé de faire un jeu original et de repartir un petit peu de zéro. Il est parti dans un studio américain, il a rencontré une équipe qui avait déjà créé un bout de moteur graphique, tout ça là. Il a dit, très bien, je récupère tout ça, vous virez tout le monde. Et donc, Sega a viré tout le monde, et il a récupéré tout le boulot de tout le monde, et avec ça, il a créé Sonic Adventure. Donc, Sonic Adventure, c'est un jeu que j'adore, voilà. Mais derrière, il y a une histoire un petit peu de merde, quoi. Une histoire de merde. Langage, mais tu sais que tu as des gens qui ont été mis au chômage pour l'ego d'un gars. Voilà. Mais pour l'histoire de la Saturn Amérique et l'histoire Saturn, que ce soit même pour avant, tout ce qui est Amérique et Japon, je conseille les bouquins pour ceux qui aiment lire. C'est les bouquins Console Wars. Donc c'est 2 bouquins, c'est un coffret avec 2 bouquins dedans. C'est un bouquin noir qui est expliqué, donc c'est narré du point de vue Sega, où on voit la confrontation avec le Japon, avec Nintendo, etc. Et puis il y a le bouquin blanc, où c'est le point de vue Nintendo. Tout ce qui s'est passé avec Sony, etc. Et avec Sega. C'est super intéressant comme bouquin. Ça coûte pas très cher. C'est très bien, c'est très bien illustré. C'est magnifique comme bouquin. Je conseille vraiment. Je les ai mangés pendant mes vacances il y a quelques années. En quelques jours, c'était avalé les deux. Voilà. Cool. Pas mal. Cool. Bon, je vous présente mon dernier jeu et puis après on en aura, je crois, un dernier commun. Évidemment, je le dis souvent, un grand pas sans shoot'em up, c'est pas possible. Donc, il fallait que je termine avec le shoot'em up. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais la Saturn est quand même une console particulièrement garnie en shoot'em up, surtout au Japon. Et ce qui est bien, c'est que là, je vais vous en présenter un qui est aussi sorti en Occident. Donc pour le coup, il n'y aura pas besoin de se procurer une japonaise ou de passer forcément par le Switch, etc. pour découvrir cette petite merveille. On va parler de Layer Section.
qui est connu en Europe sous le nom de Galactic Attack. Donc c'est l'adaptation d'un shoot arcade de Taito. Et en fait, c'est le premier épisode d'une trilogie, puisque à la suite de Layer Section, nous avons eu Layer Section numéro 2, qui est aussi sorti sur Saturn et sur PlayStation 1, alors que le premier épisode est une exclusivité Saturn. Sur PlayStation 1, il s'appelle Raystorm. Vous me suivez? Ah oui. Le dernier épisode, qui lui sera une exclusivité PlayStation, sorti sous le nom de Ray Crisis. Voilà, bon, c'était pour remettre un petit peu en contexte. Donc celui-ci, c'est le premier épisode de cette trilogie, et c'est le seul des trois à être en 2D, donc en pixel art. Ah, Les deux autres étant passés en 3D, puisque après c'était la mode, comme sur Thunder Force, comme sur Darius, etc. Là, celui-ci, il est resté en 2D. Là où il a une véritable plus-value par rapport au classicisme qu'on pouvait avoir dans les shoot'em up fin de l'ère 16 bits, début de l'ère 32 bits, c'est que malgré qu'il soit en 2D, il se joue sur deux plans. C'est-à-dire qu'on a un plan principal avec un tir principal, et on va avoir un deuxième plan qui va consister à déplacer notre vaisseau avec un viseur, et on va pouvoir, en laissant le bouton appuyé, locker jusqu'à, je crois, 8 cibles. Et une fois qu'on va avoir locké les cibles de notre choix, on va lâcher le bouton, et là, il va y avoir une salve de laser, un petit peu à la Panzer Dragoon, qui vont partir dans tous les sens et qui vont détruire les ennemis que vous aurez donc lockés. Donc il y a une petite stratégie à avoir, c'est-à-dire que vous avez un tir assez puissant mais unidirectionnel qui va aller là où se trouve votre vaisseau, donc il va falloir bouger en conséquence, mais bouger aussi en fonction des ennemis qui vont être un petit peu plus mobiles et qui vont donc se retrouver dans votre viseur et donc à être loqué. Ce qui n'est pas sans rappeler non plus un peu Macross dans le système de tous les missiles qui partent, ce qui lui donne donc une petite dimension assez sympa. Et donc Panzer Dragoon, voilà, ouais, tout à fait. Et donc c'est un système qui va être quand même très important à utiliser en se souvenant de l'apparition des patterns, parce que plus vous loquez d'ennemis, plus vous allez multiplier le score. C'est-à-dire que quand vous en loquez 8, le score est multiplié par 8, c'est tout bête. Alors que quand vous les tuez avec le tir simple, bah forcément, on fait beaucoup moins de points. Donc le jeu a tendance à motiver à essayer d'utiliser le lock au maximum, mais le problème c'est que quand on lock, bah, on est quand même un temps vulnérable, puisque pendant ce temps-là, on ne peut plus tirer, et il faut attendre que la salve de laser s'en aille. Donc c'est pas forcément toujours évident de s'en sortir, vu la frénésie qu'on peut avoir avec les patterns ennemis qui nous arrivent dessus. Donc voilà, c'est une question de rythme, c'est une question de level design. Encore une fois, c'est vraiment bien fait, et surtout, encore une fois, une démonstration pixel art de la Saturn du plus bel effet, quoi. Ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Est-ce que vous le connaissez, celui-là, vous? De nom. De nom, si, oui. De nom. De nom, juste, ouais. Eh ben, écoutez, je suis pas un grand amateur de shoot, donc du coup... le dos, avec là le petit personnage qui n'est pas sans rappeler l'héroïne d'un certain Moucha. Le Moucha. Ouais. Ouais, Moucha qui tourne justement derrière. Ouais. Que j'ai découvert grâce à toi. Hein. Mais écoute... j'ai pas repris ma section là, mais pour savoir que ça me plaît beaucoup, donc du coup, je pense que je vais le retenter. Je vais refaire des... Ah ouais. C'est vraiment un... C'est dommage qu'il coûte, hein. Ah, c'est ça. C'est oui, hors sujet là. Mais ça cote. Hein. Mais c'est vrai que c'est un... Écoute, alors je vais pas dire qu'il ressemble à Moucharelles parce que le gameplay n'a absolument rien à voir, mais on est sur la même ambiance. D'accord. La qualité, c'est vraiment qualité, d'accord. C'est bien foutu, c'est très jouable, c'est précis, les inputs sont là, les hitbox sont très convenables. Bon, c'est pas un jeu facile, hein, on est sur du shoot, donc c'est du shoot qui se mérite, mais c'est vraiment chouette. Et c'est un jeu qui encore aujourd'hui, compte tenu du prix des shoots, est abordable. C'est pas plusieurs centaines d'euros, on est en dessous de 100 euros. Le premier, vous pouvez le taper pour 60-70 euros, il se trouve. Il est sorti en plus, je ne sais pas si vous avez fait attention, et ça permet justement de parler d'une autre chose qui existe sur Saturn, surtout au Japon. C'est ces éditions
deuxième vie de jeu, un peu comme ce qu'on a eu en Platinum pour la PlayStation. C'est ce qu'on appelle les éditions Satakore. Et donc, en fait, c'est les éditions petit prix qui, quand un jeu a été suffisamment vendu, ressort. Donc, la jaquette est légèrement dézoomée, hein, elle est un peu plus petite, entourée de blanc avec un liseré ici rouge. Et donc, je sais qu'il y a des fans de ce genre de collection, puisque c'est des versions qui sont presque aussi rares que les originales. Après, c'est un pur hasard que j'ai eu celle-ci, hein, c'est parce que je suis tombé dessus et qu'elle n'était pas très chère et que je l'ai prise. Mais voilà, je ne cherche pas à tout prix à avoir des jeux. Le jeu est le même, et j'ai en Satakore celui que tu as présenté aussi tout à l'heure. Je ne l'ai pas sous la main là, donc je ne pourrais pas le montrer. Mais le Dynamite DK1, je l'ai aussi en Satakore. D'accord. Voilà pour ce petit. Alors, les deux épisodes qui suivent, dont j'ai tout juste parlé, respectent exactement le même genre de gameplay, mais évidemment vont être en 3D, alors en 2,5D pour être exact, donc tout modélisé en 3D, assez joli, avec une 3D un peu rudimentaire, hein, de l'ère des 32 bits, mais assez joli, et sur le même principe de jouabilité, de gameplay. Donc quand on a testé celui-ci, on n'est pas dépaysé de se lancer dans les deux suivants. D'accord. Ils sont ressortis, je crois, il n'y a pas longtemps, dans des éditions tribute, où il y a les trois sur la même galette, aussi bien, je crois, sur PlayStation 4 que sur Switch. Pas sur Xbox. Voilà, pas sur Xbox. Alors, je ne crois pas sur Xbox, malheureusement, je crois que ces jeux-là, peut-être en démat, mais en physique, en tout cas, pas sur Xbox. Et voilà, il y a la trilogie des Ray, je crois qu'ils s'appellent tous Ray, renommés pour l'occasion. Et donc, il y a la trilogie sur la même galette, qui est sympa. Et pareil, évidemment, qui dans ce cas-là est arcade perfect. D'accord. Voilà pour mon troisième jeu. Donc, il reste le jeu en commun, là. Et oui, comme d'habitude, parce que, en fait, on aime bien présenter 10 jeux, si vous voulez, les amis, dans ce genre d'émission. On est 3. Et comme ce n'est pas un multiple de 3, c'est compliqué. Pas évident, même si tout à l'heure, Doc nous avait fait un calcul un peu bizarre avec 3 x 4 égale 13. Bon, et Vandame, hein, qu'est-ce que tu crois? Effectivement. Donc, on a décidé, d'un commun accord, de vous parler d'un jeu qui est exclusif d'une certaine façon sur Saturn, mais qui a énormément de versions sur tout un tas d'autres machines. Oui. Un jeu très populaire. Si je vous parle, allez, on va se la faire étranger. Ah, c'est reparti. Quoi, je réinsère le Perfora? Si vous voulez la clé, il va falloir trouver l'énigme. Si je vous parle d'un petit personnage avec des yeux très noirs, si je vous parle d'un casque, de plusieurs manettes, de multitap, lui-même, comment dire, être équipé de boules noires avec une mèche, qu'est-ce que c'est? Voilà, t'en as dit trop là. Ah oui, je sais, évidemment. Heureusement qu'on n'a pas l'esprit tordu, parce que bon. Non, restons convenables, s'il vous plaît, restons corrects. Hein, cela ne nous regarde pas. Regarde pas. On va parler de ce petit Saturn Bomberman. Ça s'appelle comme ça, Saturn Bomberman. Et vous allez nous dire, attends, c'est bon, Bomberman, ça existe depuis la PC Engine, on l'a eu sur Super Nintendo, machin et tout. Qu'est-ce que tu nous balances, un Saturn Bomberman? Eh bien, ce Bomberman, les amis, c'est le seul et unique Bomberman qui se joue jusqu'à 10 sur la même temps. En même temps. Exactement. C'est dingue. Hein. Exactement. Alors, évidemment, s'il se joue à 10, ça veut dire qu'il se joue à 9, 8, 7, etc. Hein. On ne joue pas que à 10, hein, évidemment. Con, bon. Mais à un moment donné... Il craque là. Oui, non, mais j'en peux pas. Il y a une fin de semaine. On enregistre pas en fin de semaine, les amis. Je vous avoue que je suis complètement décalqué. Donc, quand je suis décalqué, je dis n'importe quoi. Et il y en a certains qui vont donc penser que je suis souvent décalqué. Et c'est vrai. Ce Saturn Bomberman donc, est jouable à 10 avec des accessoires. En fait, on présente un jeu en commun, mais c'est moi qui le. C'est toi qui as tout. Ouais, c'est toi qui as tout. Vous avez ce petit pack d'accessoires qui était vendu au Japon, exclusivement au Japon, qui inclut un multitap à l'effigie Bomberman. Exactement. Et qui inclut 2 manettes
qui sont au top de l'ergonomie. C'est-à-dire que ce sont des manettes qui sont effectivement très sympas pour jouer à Bomberman, mais qui sont des manettes qui sont sous licence de toute façon Sega, hein, donc avec une ergonomie proche de la manette d'origine Saturn, et qui ont des auto-fire pour tous les boutons. Donc, ces manettes, pour les shoot 'em up, c'est du topissime. Bref, comment joue-t-on à 10 sur une Saturn? Bon, bah déjà, il faut avoir un grand écran, parce que si vous jouez sur une... Ouais, parce qu'à 10 sur un 37 cm, ça doit faire mal quand même. Les dieux. Il n'y a qu'une seule map qui est compatible oui. avec ce jeu-là. C'est une map assez standard. Vous savez, c'est avec les grilles et puis Le classique. Le classique. exactement. Le classique. Mais alors, les personnages sont tout petits parce que la résolution, forcément, est diminuée pour tous les personnages. Inutile de vous dire que c'est un bordel sans nom. Ça pète dans tous les sens. Et en plus, ce qui est une spécificité de ce Bomberman, c'est que ceux qui se font tuer se retrouvent sur les bords du tableau et vont avoir la possibilité de piloter un truc pour lancer des bombes. Si jamais vous arrivez à péter la gueule d'un gars, vous revenez sur la map. Il y a un respawn. Donc ça, c'est quand même la masterclass. C'est vraiment génial. Et ça donne des joutes absolument incroyables. Évidemment, il y a un moment donné, quand le match dure trop longtemps, vous savez, il y a les briques qui commencent à se mettre tout autour de et puis il y a un moment donné, ça finit par devenir tout. Évidemment, le but, c'est qu'il y ait un vainqueur. Dernière petite spécificité de ce Bomberman, tant que j'y pense, c'est que vous avez aussi tout un tas de personnages qui sont invités dans ce festival, issus de l'univers de Hudson. C'est-à-dire que vous avez PC Genjin, donc le fameux personnage de PC Kid. Vous avez Takahashi Meijin. Est-ce que vous voyez qui est monsieur Takahashi Meijin? Ouais. Non. C'est le personnage de Adventure Island. Ouf. Ok, d'accord. Et alors, en fait, pour la petite anecdote, c'est un personnage qui a été créé par Hudson à l'époque sur un vrai gars qui était un gros joueur qui faisait tous les stages caravane. Vous savez, chez la PC Engine, en fait, elle naviguait dans tout le Japon avec une caravane et elle faisait des concours de scoring dans toutes les villes qu'elle traversait. Et donc, ils ont embauché à un moment donné ce gars qui s'appelle Takahashi Meijin, qui était le super gamer made in Hudson. Il 1cc tous les jeux, il explosait tous les scores, etc. Et à un moment donné, sa tronche, vous irez voir sur Internet, mais il a une tête assez particulière. Ils l'ont calé sur un autre personnage, qui est un personnage torse nu avec juste une ceinture de banane et une casquette, parce que le vrai gars avait souvent une casquette rouge, et ils l'ont inclus dans un jeu qui s'appelle Adventure Island. Qu'on a l'histoire sur PC Engine, mais qu'on a eu aussi sur Super Nintendo, 2 épisodes qui s'appelaient Super Adventure Island. Et donc, ce personnage emblématique de l'ère Hudson s'est retrouvé à affronter les Bomberman dans cet épisode, et à ma connaissance, c'est le seul épisode de Bomberman où on le retrouve. Pas de souci, ouais. Voilà, donc voilà, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu en commun, mais en fait, t'as déjà tout dit. Je suis là, ouais. Moi, ce que je dirais déjà, c'est que si vous partez avec des potes dans un gîte, faire une petite soirée, prenez une Saturn, prenez ça, vous allez passer des barres de rire. Cependant, il y a 2 difficultés. La première difficulté, c'est d'avoir le jeu avec tous les accessoires pour pouvoir jouer à 10. Et c'est d'avoir 10 potes aussi. Il faut voir 10 potes. Ouais. Ça, faut dire aussi. Ça peut être compliqué pour certains, donc voilà, il faut le préciser. Je dis pas de bêtises, chaque année à la PGR qu'il y a à Pinon, ouais c'est bien ça, c'est à Pinon, donc qui est organisé par Yanoche. Je sais pas si Yanoche, ouais, je vois bien. Ouais. Et bien en fait, à la PGR, chaque année, ils font une partie de Bomberman à 10 sur un vidéoprojecteur. Ça c'est, voilà, vidéoprojecteur, c'est top. C'est top. Là c'est top, tu mets un écran de 3 mètres, t'en as tes 10 à te taper dessus, t'as gagné. Ah ouais, c'est top là. Ah oui. Comme ça, c'est trop bien. Moi, je l'ai fait, on a passé un jour de l'an il y a 3-4 ans avec un couple d'amis et leurs enfants. Donc, on était 8.
on n'était pas 10. On a joué à 8 à ce Bomberman. Écoutez, on n'a pas vu les heures passer. Je crois qu'on a enchaîné à peu près de l'apéro jusqu'à minuit. Et à minuit, on a commencé à bouffer. En fait, tu vois, et franchement, tu finis une partie, tu n'as qu'une envie, c'est de continuer. L'avantage, c'est que quand tu es en dessous de 10, tu as accès à toutes les maps. À 10, tu n'en as qu'une Ah ouais, seule. t'as pas. Ouais, Mais ouais, ouais. en dessous de 10, tu as accès à toutes les maps. Hmm. Et il y a des maps absolument génialissimes. Je me souviens que tu as une map avec une sorte de tapis roulant qui. Ah oui, l'industriel. Ouais, voilà. Et tu poses des bombes là-dessus. Tu peux, si tu as pris le bon item, tu peux shooter dans les bombes. Donc, tu peux les envoyer sur le tapis roulant à l'autre. Il y a la glace aussi. Ouais. Tu as la glace, effectivement. T'as les bombes qui glissent. Tu as des téléporteurs. Tu peux envoyer les Oui, bombes ça dans des aussi. téléporteurs. Ouais. Ça, c'est. Les tuyaux à la Mario aussi. T'as des Tu tuyaux à la vois pas Mario. les bombes qui sont à l'intérieur, donc des fois tu passes et puis ça pète. Donc, voilà. C'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. C'est juste génial. Et dans ce Bomberman, chose qui est intéressante, c'est que tu as aussi ce qui était apparu à partir, je crois, de Bomberman 3 ou 4 sur Super Nintendo, les fameux dinosaures. C'est-à-dire que les dinosaures, tu trouves un œuf, il y a le dinosaure qui sort de l'œuf, tu peux le monter dessus, ça devient une monture. Et en fait, grâce au dinosaure, tu peux te prendre une bombe, bah, tu perds le dinosaure, mais ton personnage reste. Ouais, d'accord. Et le dinosaure, il a une double évolution, ce qui veut dire que quand il a évolué 2 fois, bah, c'est l'équivalent de 3 vies. Ah, c'est Donc, cheaté. c'est cheaté, mais l'air de rien, ça se mérite, parce que ça se trouve dans les avec les bombes. Donc, c'est pas forcément évident. Et c'est aussi la guerre à aller chercher les dinosaures. Sauf que quand tu fais péter l'œuf, parce que tu as posé une bombe pour piéger le gars qui voulait aller récupérer avant toi, bah, t'as pas de dinosaures et il y en a pour personne. Donc, c'est une véritable c'est guerre. pour rien, quoi. Ah non, mais franchement, tu commences la soirée, tu as 10 potes, tu finis la soirée, tu n'en as plus personne, tu finis tout seul parce qu'ils se font tous la gueule. Ah non, mais là, il y a des amitiés qui se font déchirer sur ces jeux-là. Moi, j'ai beaucoup joué à la version GameCube un été, alors je sais même plus en quelle année. Ça doit être, je pense, 2003, 2002, 2000. Non, été 2004. Ouais. Été 2004, avec des copains, on a joué énormément à Bomberman Génération sur la GameCube, à 4. Donc tous les soirs, en fait, on faisait apéro Bomberman, quoi. Et nous, alors je sais pas si la Saturn a ce mode-là, mais tu avais un mode, en fait, tu commençais le jeu avec 100% des bonus. Tous les joueurs ont 100% des bonus. Alors, tu peux l'activer dans Saturn parce qu'en fait, quand tu. Bon, à 10, tu fais ça, laisse tomber. Ah non, mais c'est un bordel. Quand tu configures le match en fait sur Saturn, t'as énormément de. Ah, mais c'est ça. Le menu est hyper complet et tu peux activer ou désactiver tout un tas de choses. Donc oui, tu peux le faire tout booster. 4, quand tu étais tout boosté, la bombe, la flamme faisait toute la map. Oui. Donc quand tu as 10 personnes qui font ça, bon, ben, je pense que le match dure 5-6 secondes. C'est clair, c'est magique. C'est magique. Non, voilà, donc fallait qu'on finisse par ce jeu-là parce que franchement, au-delà du fait que voilà, on l'aime tous les trois, c'est un jeu qui est vraiment emblématique pour moi de la console, tant il a des options qui restent encore exclusives à ce format. Et il avait aussi au Japon, je crois qu'il avait le Link aussi, le Netlink. Il n'était pas compatible avec le Netlink là, Je crois pas. Alors, je te le confirmerai pas, mais je crois pas. Parce que il me semble que tu avais qui faisait partie peut-être des quelques jeux. C'est pas impossible, hein, mais je dis peut-être des bêtises. C'est peut-être aux États-Unis en plus. C'est peut-être même pas au Japon. Ouais, je sais qu'il me semble moi qu'il y avait un Bomberman qui se jouait à l'époque le Netlink. Les petits dinosaures, ils sont là. Ouais. Voilà, donc là, il est boosté, hein, le dinosaure, il est x2. Et là, quand on est comme ça, on est les rois du monde. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait vous dire sur nos jeux. On pourra en dire encore beaucoup quand même. Sur ça. Oui, il y a encore moyen de faire un deuxième épisode. Ah bah oui, parce que là... Ah oui, on peut faire l'année. Hein. Ce qu'on voulait, vous l'avez compris, c'était prendre des jeux pas forcément trop mainstream, parce que voilà, on aurait pu vous parler de Sega Rally, Daytona, etc. Mais ça, c'est, on va dire, les jeux que tout le monde connaît de la Saturn. On voulait essayer d'aller un petit peu picorer dans la profondeur de sa ludothèque, et donc d'aller chercher un petit peu des jeux, on va pas dire inhabituels,
mais pour celui qui ne connaît pas. Et oui, oui. Tu l'as reçu aujourd'hui, celui-là, c'est ça, tu l'as reçu Et celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui, ouais. Ouais. Montre-nous la jaquette parce qu'elle est magnifique. Alors, si on voit bien, Ouais, on le voit bien. Ouais. en fait, Terry a la casquette écrit King of the Fighter et non pas Fatal Fury. Ouais. Ah, Donc, c'est une version qui est downgradée quand même. Hein. Elle est moins bien que la version Neo Geo. Ouais. Mais elle a le mérite déjà d'être plus simple. Elle est abordable en fait au niveau du gameplay. Le jeu est plus lent, donc du coup ça vous laisse le temps de réfléchir et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Pas de rampack pour Et lui. puis, non, je crois pas qu'il y ait de rampack pour celui-là. Celui-là, c'est son défaut en fait, c'est qu'il a été développé en fait sans rampack. Et en fait, à des moments, tu as des gros ralentissements parce que Ben ouais. il aurait fallu parce que pour de la Saturn, les sprites sont déjà quand même assez gros, même très gros pour de la Saturn. Et ouais, c'est à la limite. Déjà, quand il n'y a que les animations, ça tourne très bien, mais tu sens qu'il n'en faut pas plus, quoi. Donc, dès que ça devient un petit peu trop compliqué, le jeu il saccade un tout petit peu. Un tout petit peu, ça dépend des moments, mais. Et en fait, le fait que ça le ralentisse, je trouve que le jeu devient abordable. On peut performer le jeu, en fait, pour s'entraîner avant d'aller, par exemple, sur une Neo Geo. Ouais. Et je trouve ça génial. Alors, malgré tout, ça mérite peut-être, je ne sais pas si tu l'as essayé avec le rampack, parce qu'il y a des jeux qui, à l'initial, n'étaient pas prévus pour le rampack, et qui, malgré tout, quand tu le mets, qui en bénéficie un petit peu. Et, voilà, exactement. Ouais, alors, moi, mon rampack est constamment dans la machine, donc je n'ai jamais fait. Donc, ouais. Il faudrait que j'enlève tout et que je fasse le test, voir. Ouais, non, mais si c'est possible. Si tu as constaté que ça ramait un peu. Ouais. Pas trop compte. C'est possible. Ce que tu dis est possible parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit qu'il ramait vraiment à mort. Et moi, je dis ça rame, mais faut pas déconner. Donc, peut-être qu'il y a du mieux. Il lui donne un petit coup de main, je pense. Hein. Mais c'est possible. Hein. Surtout qu'en plus, moi, c'est la 4 mégas qui est branchée là. Ouais. Non, mais je pense que ça le booste un peu. C'est le cas. Ça doit aider. C'est le cas pour le coup de X-Men, Children of Atom et Marvel Super Heroes qui sont boostés avec le RAM Pack alors qu'ils ne nécessitent pas le RAM Pack pour fonctionner. Ouais. Donc c'est bien à savoir aussi, c'est que cet accessoire, sans être nécessaire, permet parfois d'aider un peu les jeux qui étaient un peu gourmands en matière de 2D. C'est vrai. Ok les amis, eh ben écoutez, super. On va vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. On va passer un bon moment en tout cas tous les trois. C'était vraiment top. Ouais. Ah mais quand on parle de qualité, c'est chouette. Eh oui. On aurait fait un live PlayStation, c'est pas pareil, mais. Donc, voilà, tu viens de perdre 200 abonnés, crois pas. Ah bah non. C'est foutu, je suis dead. Non mais voilà, et on espère que ça, en tout cas, que ça vous aura plu. On a pu communiquer avec vous par message interposé dans le chat puisque cette vidéo était en première et on en fera certainement d'autres sur d'autres thématiques, comme on l'a dit, peut-être un volume 2 sur la Saturn. Qui sait. Bref, on a en tout cas plein d'idées. Plat. À bientôt, bonne soirée, amusez-vous bien et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, ciao. Ciao.